Tsutomu Miyazaki est né le 21 août 1962 à Tokyo, la capitale du Japon. Sa naissance prématurée a entraîné plusieurs problèmes de santé. Le premier était lié à un poids très faible à la naissance. Le second concernait une malformation des mains. Les poignets de Miyazaki ne s'étant pas développés correctement, ils étaient déformés, ce qui l'empêchait de les plier complètement. En grandissant, il a pris conscience de la différence entre ses mains et celles de ses camarades, qui l'ont eux aussi remarqué très tôt. En conséquence, nombre d'entre eux ont commencé à se moquer de lui. À partir de l'âge de 5 ans environ et tout au long de son enfance, Tsutomu a été la cible de nombreuses moqueries et agressions de la part de son entourage. Il est ainsi devenu un adolescent extrêmement timide, renfermé et solitaire, qui n'avait pratiquement aucun ami. Pour échapper à cette réalité, il a trouvé refuge dans les mangas et les dessins animés. Parallèlement, il était un élève sérieux, appliqué et persévérant. Chaque jour, il passait plusieurs heures à étudier chez lui. Ses efforts ont fini par porter leurs fruits. Tsutomu a constamment obtenu d'excellents résultats scolaires. Il a terminé l'école primaire parmi les 10 meilleurs élèves de sa classe. Cette rigueur dans le travail s'est poursuivie au lycée. Dès cette époque, il réfléchissait déjà à l'université qu'il souhaitait intégrer, fermement décidé à devenir professeur de langues étrangères. Cependant, au fil du temps, ses résultats ont nettement baissé et il n'est même pas parvenu à réussir les examens d'entrée de l'établissement qu'il convoitait. Il a donc dû renoncer à une carrière dans l'enseignement et s'est finalement orienté vers des études supérieures en photographie. Grâce à l'influence de sa famille, Tsutomu obtint un emploi dans une petite imprimerie appartenant à une connaissance de son père. Tout en y travaillant, le jeune homme continuait à vivre dans une annexe modeste, située sur le terrain de la maison familiale. Il convient de préciser que la famille Miyazaki résidait dans l'un des quartiers les plus aisés de Tokyo. De plus, ses membres jouissaient d'une certaine notoriété et exerçaient une influence locale non négligeable. Le père de Tsutomu, Katsumi Miyazaki, était propriétaire d'un journal régional et s'était fait connaître grâce à ses chroniques politiques. D'une manière générale, le statut social de la famille Miyazaki ne faisait aucun doute. Toutefois, malgré leur aisance matérielle, les parents de Tsutomu étaient rarement présents à la maison. On peut dire qu'ils n'ont jamais accordé la moindre attention à l'éducation de leur fils, ni manifesté d'intérêt pour sa vie personnelle. Aucun attachement réel ne transparaissait dans leur comportement envers lui. Ils se contentaient de compenser leur absence par des cadeaux coûteux. Un jour, par exemple, ils lui offrirent une berline Nissan Langley. C'est au volant de ce véhicule que Tsutomu devait commettre ses crimes quelques années plus tard. Par ailleurs, il n'entretenait aucune relation affective avec ses jeunes sœurs. Bien qu'ils fussent proches en âge et unis par le sang, ces dernières ne cessèrent de répéter à quel point leur frère les dégoûtait. Le seul membre de cette famille nombreuse qui semblait réellement s'intéresser à lui était son grand-père, atteint de démence. C'est ainsi que, peu à peu, le complexe d'infériorité de Tsutomu s'est profondément enraciné. Il est important de souligner que le jeune homme évitait tout contact avec les inconnus, et plus encore avec les filles. Selon ses propres mots, un camarade de classe lui aurait un jour lancé, au lycée, que sa virilité n'était pas plus épaisse qu'un crayon mais pas plus longue qu'un cure-dent. Cette remarque, semble-t-il, a profondément marqué Miyazaki. Mais ses troubles ne s'arrêtèrent pas là. En dépit de son complexe d'infériorité et de son incapacité à établir des relations avec les femmes, il éprouvait une libido particulièrement élevée. Il pensait au sexe de façon quasi obsessionnelle. À l'université, il se rendait régulièrement sur le court de tennis local, non pas par passion pour le sport, mais dans le but de photographier les parties intimes des joueuses, du moins celles qu'il parvenait à apercevoir. Pendant un certain temps, sa vie sexuelle se limita à la consommation de clichés suggestifs et de films pornographiques. Tout bascula en 1984. Cette année-là, Tsutomu développa une obsession pour la pornographie infantile, qu'il pouvait regarder pendant des heures. Cet intérêt dérangeant fut-il l'élément déclencheur de ses crimes futurs ? Selon plusieurs spécialistes, c'est plutôt la mort de son grand-père qui aurait constitué le facteur décisif. Il s'agissait, rappelons-le, de la seule personne de son entourage à lui témoigner une affection sincère et à s'intéresser réellement à lui. Au point que, après l'incinération du corps,
Miyazaki tenta d'avaler ses cendres, comme s'il cherchait à préserver en lui une trace vivante de ce lien. De toute évidence, l'état mental du jeune homme ne fit que se dégrader au fil des années. Le 22 août 1988, au lendemain de son 26e anniversaire, Tsutomu passa à l'acte pour la première fois. Ce jour-là, Marie Kono, une fillette de 4 ans, quitta seule l'appartement familial, situé dans le quartier de Saitama, vers 3 heures de l'après-midi. Malgré son très jeune âge, l'enfant avait pris l'habitude de sortir sans surveillance, et ses parents n'avaient, semble-t-il, aucune raison immédiate de s'inquiéter. Pourtant, plusieurs heures plus tard, Marie n'était toujours pas rentrée à la maison. Son père alerta alors la police afin de signaler sa disparition. Comme on l'apprit par la suite, alors que Marie marchait dans l'enceinte du complexe résidentiel, elle fut abordée par une voiture de marque Nissan Langley. D'après les enquêteurs, le conducteur, qui n'était autre que Tsutomu Miyazaki, lui proposa de la conduire quelque part, proposition que la fillette accepta sans hésitation. Le ravisseur se dirigea ensuite vers une zone boisée située à une 50aine de kilomètres du domicile de l'enfant. Là, le jeune homme abusa de Marie, lui ôta la vie, puis prit plusieurs photographies de son corps nu. Il emporta ensuite les vêtements de la fillette et, comme si de rien n'était, remonta dans sa voiture avant de repartir. Plus tard, après avoir attendu que le corps entre en décomposition, Tsutomu retourna sur les lieux du crime et rapporta chez lui plusieurs ossements et dents de sa victime qu'il réduisit ensuite en poudre. La disparition d'une enfant aussi jeune déclencha bien entendu une enquête immédiate. Toutefois, au cours des 4 semaines qui suivirent, les forces de l'ordre ne parvinrent à recueillir aucun indice probant. Les recherches visant à retrouver Marie furent donc suspendues. Pendant ce temps, Tsutomu réfléchissait déjà à ce qu'il allait faire. Le jeune criminel ne parvenait pas à se maîtriser et savait pertinemment qu'il ôterait bientôt une nouvelle vie. Le 3 octobre 1988, Miyazaki passa de nouveau à l'acte. En parcourant le district de Saitama à la recherche d'une autre victime, il aperçut une fillette de 7 ans prénommée Masami Yoshizawa. Comme dans le cas de Marie, Tsutomu arrêta sa voiture et parvint à convaincre l'enfant de monter à bord. Il reproduisit ensuite le même schéma: agression, meurtre, puis retrait des vêtements de la victime, qu'il conserva comme trophée. La disparition de cette deuxième fillette incita les autorités à lancer une enquête plus approfondie. 2 disparitions d'enfants dans des circonstances similaires constituaient en effet un fait exceptionnel au Japon. De surcroît, aucun élément ne permettait de conclure à un enlèvement. L'opinion publique fut profondément choquée, et les enquêteurs s'efforçaient désormais de comprendre ce qui était arrivé aux fillettes et qui se trouvait derrière ces actes. Miyazaki, quant à lui, ne pensait qu'à poursuivre sa traque. À ce stade, il se sentait totalement impuni, voire invincible. Il osa même envoyer aux parents de Marie une boîte contenant des os et des dents de leur fille qu'il avait lui-même réduits en poudre. La 3e victime de Tsutomu fut une fillette de 4 ans prénommée Erika Namba. Elle fut enlevée le 12 décembre 1988. Contrairement aux 2 précédents cas, le corps d'Erika fut retrouvé presque immédiatement. À cette époque, les enquêteurs étaient déjà convaincus qu'ils avaient affaire à un tueur en série. En tout cas, il était évident pour tous que les disparitions des enfants s'étaient produites dans des circonstances similaires. De manière générale, le corps d'Erika avait été abandonné non loin de l'endroit où avait été découverte la seconde victime. Ainsi, lorsque les forces de l'ordre entreprirent des recherches plus approfondies dans la zone, elles mirent au jour les restes de Masami Yoshizawa. À partir de ce moment-là, les enquêtes officielles sur les disparitions des fillettes furent requalifiées en affaires de meurtre. Environ 1 semaine après la mort d'Erika, sa famille reçut une carte postale envoyée par Miyazaki lui-même. Elle contenait un message énigmatique composé de mots découpés dans un magazine. Le texte disait simplement « Erika, froid, toux, gorge, repos, la mort ». Il apparaît qu'à certains moments, Tsutomu aurait pu être arrêté bien plus tôt. Après avoir enlevé Erika et l'avoir emmenée dans la forêt, il aperçut les phares d'une voiture qui s'approchait. Craignant d'être surpris, le jeune homme décida alors d'ôter rapidement la vie à la fillette et de dissimuler son corps le plus discrètement possible. Cependant, alors qu'il tentait de fuir les lieux, sa voiture heurta un nid de poules. Peu après, plusieurs hommes s'approchèrent de son véhicule. Il s'avéra qu'ils s'étaient volontairement arrêtés à proximité pour lui porter secours. Ils attachèrent une corde à la voiture de Miyazaki et tentèrent de la dégager du trou. Comme il faisait nuit et que le câble était fixé à l'avant,
les passants ne purent distinguer clairement le véhicule et crurent avoir affaire à une Toyota Corolla et non à une Nissan Langley. Le lendemain, ils prirent eux-mêmes contact avec la police pour signaler la présence d'une voiture suspecte dans les bois. Toutefois, n'ayant pas pu identifier avec certitude la marque du véhicule, les enquêteurs orientèrent leurs recherches vers un modèle qui, en réalité, n'avait aucun lien avec l'affaire. Le meurtre suivant commis par Tsutomu eut lieu le 6 juin 1989. Ce jour-là, il força une fillette de 5 ans, Ayako Nomoto, à monter dans sa voiture en utilisant ses méthodes habituelles. Cependant, cette fois-ci, il ne laissa pas le corps de la victime dans les bois. Il le plaça dans le coffre de son véhicule et le ramena à son domicile. Là, il prit plusieurs photographies du cadavre nu, puis abusa de la dépouille à plusieurs reprises. Lorsque le corps commença à se décomposer, Miyazaki le découpa et consomma une partie des restes. À partir de ce moment, les autorités comprirent que le tueur chercherait probablement à enlever une nouvelle victime, ce qui ne tarda pas à se produire. Le 23 juillet, il tenta un nouvel enlèvement. Alors qu'il circulait dans les rues de Hachioji, Tsutomu aperçut 2 jeunes sœurs jouant au bord de la route. Il s'arrêta, leur adressa la parole et leur demanda la permission de les photographier. L'une des fillettes fut immédiatement troublée par cette requête, tout comme, semble-t-il, Miyazaki lui-même. Elle partit aussitôt prévenir son père sans faire de bruit. Pendant ce temps, l'agresseur, au lieu de fuir, ce qui aurait été une réaction logique, resta sur place pour prendre quelques clichés de la plus jeune des 2 sœurs. Par chance, le père des enfants arriva au moment où Tsutomu s'apprêtait à passer à l'acte. L'agresseur fut alors contraint de prendre la fuite, mais il dut abandonner son véhicule sur place. Quelques heures après l'incident, Miyazaki retourna sur les lieux pour récupérer son véhicule, mais des policiers l'y attendèrent déjà. Il fut finalement arrêté. Il fut immédiatement inculpé de harcèlement et de tentative d'agression sur mineur. Bien que les enquêteurs aient été satisfaits de l'arrestation du suspect, aucun d'entre eux, à ce moment-là, n'était certain que Tsutomu était bien le tueur en série qu'il recherchait avec tant d'acharnement. Au bout d'un certain temps, le suspect finit par s'exprimer et demanda à rencontrer les inspecteurs chargés de l'enquête sur les meurtres de jeunes filles. C'est alors que Miyazaki avoua être l'auteur des enlèvements et des assassinats. Lors d'une perquisition ultérieure menée à son domicile, plus de 5000 cassettes vidéo furent découvertes, contenant de la pornographie infantile, des dessins animés de type hentai, ainsi que des films d'horreur. Par ailleurs, des photographies intimes des victimes furent retrouvées parmi les effets personnels de Tsutomu. La première phase du procès de Tsutomu Miyazaki eut lieu le 30 mars 1990. Lors de son témoignage, l'accusé tint régulièrement des propos incohérents, rejetant la responsabilité de ses actes sur un personnage fictif qu'il appelait Ratman, une sorte d'alter ego qu'il considérait comme le véritable auteur de ses pulsions criminelles. Les résultats de plusieurs expertises psychiatriques, auxquelles il fut soumis, révélèrent qu'il souffrait de divers troubles et pathologies mentales. Parmi les plus graves figurait un trouble dissociatif de l'identité, anciennement désigné sous le nom de personnalité multiple, ainsi qu'une forme aiguë de schizophrénie paranoïde. Malgré ces diagnostics, le tribunal estima que Miyazaki était pleinement conscient de la nature et des conséquences de ses actes. Il fut reconnu coupable des 4 meurtres. Malgré l'apparente simplicité de la peine prononcée à l'encontre de Tsutomu Miyazaki, celle-ci ne fut confirmée qu'en 2006. Cette année-là, la Cour suprême de Tokyo le condamna à la peine de mort par pendaison. Durant toutes ces années, Miyazaki demeura en détention, consacrant son temps libre à la lecture de mangas. Dans les médias, plusieurs surnoms lui furent attribués. L'un des plus connus est celui de tueur d'otakus. Au Japon, le terme otaku désigne les personnes passionnées par certains produits de la culture populaire, comme les mangas ou les dessins animés. Ce lien fit naître, au sein de la société japonaise, de nombreuses interrogations quant à l'influence de la culture de masse sur la construction psychologique de Miyazaki et sur son évolution vers une criminalité d'une extrême violence. Outre le surnom de tueur d'otakus relayé par la presse, l'accusé était également connu sous celui de tueur aux mains de vampires. La forme particulièrement déformée et inhabituelle de ses mains était si marquante qu'il aurait été difficile de ne pas la relever. Certains n'hésitèrent pas à le comparer à Dracula, et des rumeurs circulèrent même selon lesquelles il aurait bu le sang de ses victimes. La sentence capitale fut exécutée en juin 2008. Aujourd'hui encore,
Tsutomu Miyazaki reste dans la mémoire collective japonaise comme l'un des pires tueurs en série de l'histoire contemporaine du pays. Bina Thomas, connue sous le nom de sœur Abaya, est née le 26 février 1971 dans une famille modeste située au nord du district de Kottayam, dans l'état du Kerala, en Inde. Dès son plus jeune âge, elle a manifesté un profond intérêt pour la vie spirituelle et le service d'autrui. Ses proches la décrivaient comme une personne altruiste, intelligente, honnête, persévérante et rigoureuse dans tous les aspects de sa vie. À l'adolescence, Bina s'est convertie au catholicisme et a rejoint la congrégation de Saint-Joseph, fondée le 3 juillet 1928, dont la mission est d'apporter une aide aux personnes handicapées et aux citoyens défavorisés. En 1990, à l'âge de 19 ans, Bina est entrée au couvent de Saint-Pie, où elle a pris le nom d'Abaya. Ce prénom symbolise la paix, la sérénité et l'absence de peur. Dès son arrivée, la jeune novice a su gagner le respect de ses compagnes ainsi que celui de ses supérieurs. Grâce à son tempérament calme et à sa volonté de servir, sœur Abaya est rapidement devenue l'une des figures les plus marquantes du couvent. Elle se distinguait également par sa soif de connaissance. Son rêve le plus cher était de se préparer le plus tôt possible à l'étude approfondie de la doctrine catholique. Au début de l'année 1992, sœur Abaya était en deuxième année de licence à l'université épiscopale pour femmes, située au cœur de Kottayam. Cet établissement, placé sous l'égide de l'Église catholique, était affilié à l'université Mahatma Gandhi. Sœur Abaya partageait son temps entre les études, la prière et le service. Elle était loin d'imaginer que son immense dévouement à sa vocation la conduirait un jour à la mort et viendrait briser tous ses rêves. Dans la nuit du 26 mars 1992, sœur Abaya confia à sa voisine de chambre, sœur Shirley, son inquiétude au sujet d'un examen important qu'elle devait passer prochainement à l'université. Désireuse de profiter pleinement de la journée suivante pour s'y préparer, elle lui demanda de la réveiller avant l'aube. Vers 4 heures du matin, le 27 mars, alors que le soleil n'avait pas encore dissipé les ombres derrière les murs du monastère, sœur Shirley toucha doucement l'épaule de sœur Abaya pour la réveiller, exactement comme celle-ci le lui avait demandé. Abaya se leva et se prépara rapidement pour se rendre dans la pièce où elle avait l'habitude d'étudier. Encore engourdie par une longue nuit d'études et de prières, elle décida de passer par la cuisine pour se rafraîchir le visage à l'eau froide. Elle avançait d'un pas rapide mais discret, soucieuse de ne pas déranger les autres religieuses qui dormaient encore à cette heure. Sœur Shirley, de son côté, se recoucha pour se reposer un peu avant de se lever et de reprendre ses activités quotidiennes, loin de se douter qu'elle venait de voir sa compagne vivante pour la dernière fois. Après le lever du jour, la première personne à entrer dans la cuisine du couvent fut témoin d'une scène inhabituelle. La porte du réfrigérateur était grande ouverte et une bouteille gisait sur le sol, d'où s'échappait encore un filet d'eau. À côté de la bouteille se trouvait une petite hache, habituellement utilisée pour couper du bois dans l'enceinte du couvent. Mais le détail le plus inquiétant fut la découverte d'une chaussure de femme coincée sous la porte du réfrigérateur. La rumeur de cette découverte se propagea rapidement dans tout le monastère. Une vérification rapide permit d'établir que sœur Abaya manquait à l'appel. Âgée de 21 ans, la religieuse avait mystérieusement disparu, ne laissant derrière elle qu'une seule chaussure. Les recherches commencèrent aussitôt. On comprit rapidement pourquoi personne ne l'avait revue depuis son départ de la chambre. Par hasard, quelqu'un jeta un coup d'œil dans le puits situé dans le jardin et aperçut, au fond de l'édifice en pierre, ce qui semblait être le corps de sœur Abaya. La direction du monastère alerta immédiatement le poste de police local afin de signaler cette terrible découverte. Plusieurs policiers se rendirent sur place et tentèrent, en vain, de remonter le corps de la jeune femme à la surface. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils firent appel aux pompiers qui, à l'aide d'un système de cordes et d'une épuisette, parvinrent finalement à extraire le corps mutilé de la sœur. L'autopsie pratiquée par le docteur Radhakrishnan du collège médical de Kottayam révéla la présence d'importantes écorchures à l'épaule droite et à la cuisse, probablement causées par la chute dans le puits. Au-dessus de l'oreille droite de la victime, 2 petites plaies déchirées furent relevées, dont l'origine demeurait inconnue. Par ailleurs, le rapport d'expertise médico-légale confirma que le corps de la sœur ne présentait aucune trace d'agression sexuelle.
L'affaire fut donc classée comme un décès accidentel, consécutif à une chute suivie d'une noyade. Le commissariat de police de Kottayam fut chargé de l'enquête sur les circonstances du décès, lequel fut finalement reconnu comme non naturel. Le premier rapport de la police conclut que la mort résultait d'un acte volontaire de la victime qui aurait sauté dans le puits. L'avis officiel des autorités fut mal accueilli, tant par les proches de la sœur que par les habitants de Kottayam, qui exprimèrent leur mécontentement face au déroulement de l'enquête. En outre, certains fidèles du monastère étaient convaincus que la mort de la sœur n'était pas le fruit d'un tragique accident. Le 31 mars 1992, à l'initiative de la famille de la religieuse décédée et avec le soutien de plusieurs défenseurs des droits de l'homme, un comité fut constitué afin d'obtenir la réouverture du dossier et l'ouverture d'une enquête pour meurtre. Quelques semaines plus tard, le 13 avril, la police criminelle de l'État se rendit sur les lieux et lança une nouvelle enquête. Après 10 mois de travail ininterrompu, le 30 janvier 1993, les enquêteurs transmirent les pièces du dossier au tribunal. Le rapport final relatif à l'affaire affirmait toujours que la jeune novice s'était suicidée. Face à cette conclusion, la famille de la victime, des militants des droits humains et plusieurs religieuses déposèrent une plainte et adressèrent une lettre au Premier ministre indien de l'époque. Dans cette lettre, il était déclaré que Sœur Abaya avait été assassinée et que l'enquête n'avait pas été menée conformément aux règles de procédure. Un an après la mort de la sœur, les efforts conjoints de toutes les personnes mobilisées pour faire éclater la vérité finirent par porter leurs fruits. L'affaire fut rouverte et transférée au bureau central d'enquête. Au fil de l'avancée des investigations, de nouveaux éléments de preuve émergèrent. Selon les enquêteurs du bureau central, les premières personnes chargées de l'enquête auraient eu intérêt à faire passer la mort de la jeune religieuse pour un suicide. En 2007, l'affaire prit une nouvelle tournure lorsque la police reçut des informations émanant d'une source inattendue. Un petit voleur local raconta aux enquêteurs que, tôt le matin du 27 mars 1992, il s'était introduit dans l'enceinte du monastère avec l'intention de voler quelques écrous et de démonter les tiges de cuivre du paratonnerre installées sur le toit du bâtiment, dans le but de les revendre. Selon ses déclarations, il s'était installé dans un endroit discret, attendant le moment propice, lorsqu'il aperçut soudain 2 prêtres adultes pénétrer dans l'enceinte du couvent. Peu de temps après, il vit une religieuse passer devant lui. Toujours selon son témoignage, il observa attentivement tout ce qui se déroula ensuite. Ces déclarations concordaient avec certaines versions qui circulaient depuis longtemps dans le cadre de l'enquête. D'après ces versions, 2 ecclésiastiques respectés, les pères Thomas Couture et José Puturucayil, étaient impliqués dans l'affaire Sœur Abaya. Tous 2 enseignaient dans l'établissement où la jeune femme poursuivait ses études. Le père Thomas, en plus d'enseigner la psychologie, était également connu pour son rôle de chancelier du diocèse de Kottayam, ainsi que pour ses nombreuses publications consacrées à des questions théologiques. La nouvelle de son implication présumée dans cette affaire porta un coup sévère à sa carrière ecclésiastique et provoqua une crise grave au sein de l'Église catholique, déjà ébranlée par une série de scandales récents. Le bureau central d'enquête poursuivit ses investigations et finit par révéler l'identité d'un 3e suspect, Sœur Séphie, l'une des religieuses du couvent, de seulement quelques années l'aînée de Sœur Abaya au moment des faits. En juillet 2007, le tribunal autorisa le bureau central d'enquête à soumettre les 3 suspects à un test de vérité par injection de substances chimiques, également connues dans le monde entier sous le nom de sérum de vérité. Cette procédure consiste à administrer au sujet un produit le plaçant dans un état semi-inconscient, durant lequel il exprime spontanément tout ce qui lui vient à l'esprit. Les tests furent réalisés le 3 août 2007, mais les résultats n'apportèrent aucun élément nouveau susceptible d'éclaircir l'affaire. Peu de temps après, des circonstances laissant présumer une possible falsification des résultats furent mises au jour. Le 19 novembre 2008, 16 ans après la mort de Sœur Abaya, les autorités arrêtèrent les pères Thomas Couture et José Puturucayil, ainsi que Sœur Séphie. Quelques jours après leur arrestation, l'adjoint de l'inspecteur ayant rédigé le tout premier rapport sur le déroulement de l'enquête initiale fut retrouvé mort. La police déclara qu'il s'était suicidé en se sectionnant les artères des poignets et en ingérant du poison. Dans sa lettre d'adieu, il évoquait les pressions qu'il aurait subies de la part de membres du bureau central d'enquête. Les représentants de cette institution, pour leur part, affirmèrent qu'il avait lui-même détruit des preuves, qualifiant ainsi l'affaire de suicide. Selon l'enquête,
Sœur Abaya se serait rendue dans la cuisine quelques instants avant sa mort, sans faire le moindre bruit. Elle aurait sorti une bouteille contenant un liquide du réfrigérateur, puis se serait dirigée vers l'évier pour se rafraîchir le visage à l'eau froide. C'est alors qu'elle aurait été témoin d'une scène qui l'aurait profondément choquée. Sous le choc de ce qu'elle venait de voir, elle aurait laissé tomber la bouteille en plastique qui se brisa sur le sol, renversant une partie de son contenu. La jeune novice aurait surpris une rencontre intime et secrète entre les deux prêtres précédemment cités et sœur Séphie. Le rapport de police suppose qu'en apercevant sœur Abaya, les protagonistes auraient craint qu'elle les dénonce. D'après cette hypothèse, le père Thomas se serait précipité sur la jeune femme et l'aurait saisie à la gorge afin de l'empêcher de crier. À ce moment-là, sœur Séphie se serait emparée de la hache qui se trouvait dans la cuisine et aurait asséné plusieurs coups violents, mais peu puissants, à la tête de la victime. Les autorités estiment qu'à la suite de cette attaque, la sœur aurait perdu connaissance avant de s'effondrer sur le sol. Les agresseurs auraient ensuite transporté son corps hors du couvent et l'auraient jeté dans un puits. Le rôle exact du père José dans cet épisode reste incertain, mais certains pensent qu'il aurait aidé à faire disparaître le corps. Les auteurs présumés du crime auraient quitté les lieux dans la précipitation, sans savoir qu'un témoin les observait dans l'ombre. Ce témoin silencieux n'était autre qu'un voleur, qui, des années plus tard, révéla tout ce qu'il avait vu. Ainsi, 2 prêtres et une religieuse furent officiellement accusés de meurtre et de destruction de preuves. Un procès long et complexe débuta rapidement. En mars 2018, le tribunal acquitta le père José, invoquant l'insuffisance de preuves à son encontre. Le père Thomas et sœur Séphie demeurèrent les seuls mis en cause. Au cours de cette procédure prolongée, plusieurs éléments troublants furent portés à la connaissance du public, notamment une opération de reconstruction de l'hymen subie par l'accusé dans le but de prouver son innocence et l'absence de relations sexuelles. Ces informations furent révélées grâce à un dossier contenant des documents attestant que l'intervention avait été pratiquée à l'hôpital du monastère avec l'accord des autorités religieuses. Il convient de noter que ledit dossier aurait été transmis anonymement aux enquêteurs. Par ailleurs, aucun test de virginité n'a été effectué sur la religieuse, la simple évocation d'un tel examen étant considérée comme une atteinte à la vie privée de l'accusé. Le 26 août 2019 s'ouvrit le procès tant attendu dans l'affaire du meurtre de sœur Abaya. En raison des implications religieuses, voire politiques, de cette affaire, ainsi que des circonstances mêmes du décès de la victime, le procès intenté contre le père Thomas et sœur Séphie fit la une de la presse indienne. Au fil des audiences, la quasi-totalité des témoins à charge modifièrent leurs témoignages et prirent la défense des accusés. La seule personne à ne pas céder à la pression fut le voleur, témoin direct des faits, qui demeura fidèle à sa version initiale. Le 22 décembre 2020, en pleine pandémie, 28 ans après la découverte du corps de sœur Abaya dans le puits du monastère, le tribunal reconnut le père Thomas Couture, âgé de 69 ans, et sœur Séphie, âgée de 55 ans, coupables de meurtre avec circonstances aggravantes. Les 2 religieux furent condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une amende de 500 000 roupies. À l'énoncé du verdict, sœur Séphie éclata en sanglots, tandis que le père Thomas conserva le visage impassible qu'il avait affiché tout au long du procès. Les religieuses présentes dans la salle d'audience fondirent elles aussi en larmes et se précipitèrent pour embrasser les condamnés après l'annonce du jugement. Lors de l'audience, les accusés implorèrent la clémence du tribunal, invoquant leur état de santé préoccupant. Il fut rapporté que le père Thomas souffrait d'un cancer de la prostate, tandis que sœur Séphie était atteinte d'une thrombose veineuse profonde. Par ailleurs, l'avocat de cette dernière précisa qu'elle devait également s'occuper de ses parents âgés. Leurs supplications ne furent toutefois pas retenues, et le tribunal prononça la peine après les avoir entendus. En quittant le palais de justice, le père Thomas déclara aux journalistes qu'il était innocent. Selon lui, tout se déroulait selon le plan de Dieu, et il n'avait rien à craindre. Sœur Séphie, quant à elle, choisit de garder le silence. Malheureusement, les parents de sœur Abaya, qui avaient lutté pendant de longues années pour que justice soit rendue, étaient décédés en 2016 sans avoir pu connaître l'issue de l'affaire. Malgré le verdict de culpabilité, l'affaire de sœur Abaya était loin d'être close. En juin 2022, les médias indiens rapportèrent que les avocats des accusés étaient parvenus à faire appel de la décision et à obtenir leur libération provisoire sous caution dans l'attente de l'examen de l'affaire par le tribunal de première instance.
Dans le recours introduit par la défense, il était affirmé que le procès avait été entaché de nombreuses irrégularités et que le jugement reposait principalement sur les déclarations d'un témoin jugé peu fiable. La libération des principaux suspects dans l'affaire du meurtre de la jeune religieuse laissa un goût amer à la famille de la victime, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui s'étaient battus pour que justice soit enfin rendue. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis ce matin où sœur Abaya, dont le seul rêve était de servir les autres, perdit la vie dans des circonstances restées obscures. Le dernier chapitre de cette affaire, qui a jeté une ombre durable sur l'Église catholique en Inde, reste à écrire. La popularité croissante des réseaux sociaux a entraîné l'apparition de problèmes graves. L'un des plus préoccupants est ce que l'on appelle la manipulation d'enfants en ligne, souvent désignée par le terme anglais grooming. Cette pratique désigne un ensemble d'actions illégales mises en œuvre par des individus mal intentionnés pour établir un lien émotionnel avec leur victime, dans le but de gagner sa confiance et d'entrer ensuite en contact avec elle, généralement à des fins d'exploitation. Il convient de souligner que cette forme de manipulation peut survenir dans des contextes variés. Toutefois, elle se manifeste le plus souvent sur les réseaux sociaux. Selon les données publiées par la Commission gouvernementale australienne chargée de la sécurité numérique, environ 1 mineur sur 4 a déjà été contacté au moins une fois par un adulte inconnu, se faisant passer pour un adolescent. Dans la majorité des cas, les victimes sont des jeunes âgés de 13 à 17 ans. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui s'inscrit malheureusement dans ces statistiques alarmantes et a été largement relayée par les médias en Australie. Carly Ryan est née le 31 janvier 1992 en Australie. À l'époque, sa mère, Sonia Ryan, n'avait que 20 ans et l'élevait seule. Elle vivait dans une ville appelée Stirling, située dans la banlieue d'Adélaïde, en Australie méridionale. Carly et sa mère ont toujours entretenu une relation très fusionnelle, marquée par une profonde complicité. À l'adolescence, leur lien s'est encore renforcé. Carly a commencé à se confier à sa mère, lui livrant ses pensées, ses doutes et ses secrets les plus intimes. Sans aucun doute, elle était une jeune fille attentive et sensible. Elle éprouvait également une vive fascination pour diverses sous-cultures et partageait volontiers avec ses proches son amour pour la musique ainsi que pour l'esthétique qui les accompagnait. En plus des amis qu'elle voyait dans la vie réelle, Carly entretenait de nombreux échanges sur les réseaux sociaux. Carly aimait passer du temps à discuter sur MySpace et Vampire Freaks. Elle y échangeait avec des personnes partageant les mêmes affinités qu'elle pour certaines sous-cultures, notamment la mouvance gothique. Sur MySpace, elle était connue sous le pseudonyme Synthetic Slot, un nom d'utilisateur qui reflétait clairement le ton résolument provocateur de ses publications. Celles-ci comportèrent fréquemment des images de femmes ligotées à l'aide de cordes, ainsi que des représentations de personnes consommant des substances illicites. Parmi les loisirs affichés sur son profil figuraient, entre autres, la consommation de drogue, le tabagisme, l'alcool, la musique, les cris sans raison, l'intimité et les concerts. Bien entendu, la majorité de ces centres d'intérêt relevaient davantage de la fantaisie adolescente que d'une réalité vécue. À un moment donné, une amie de Carly, prénommée Ashley, lui a présenté un jeune homme nommé Brandon Kane. Il était né aux États-Unis, mais résidait dans l'État de Victoria, en Australie. D'après ce qu'il disait, il avait 20 ans. Son passe-temps favori était de jouer de la guitare. C'est Brandon qui a pris l'initiative de contacter Carly. Jusqu'alors, il échangeait uniquement avec Ashley, qu'il tentait de séduire. Leur conversation portait principalement sur des sujets anodins, bien qu'il leur arrivât parfois d'aborder des thèmes plus personnels. Ashley n'a jamais apprécié ce type d'échange et, avec le temps, leur correspondance s'est presque complètement interrompue. Cependant, lorsqu'elle a publié une photo d'elle en compagnie de Carly, Brandon l'a recontactée pour lui demander l'adresse électronique de son amie. Peu après, il a envoyé son premier message à Carly. Après une brève correspondance, la jeune fille est tombée amoureuse de sa nouvelle connaissance. L'image que lui renvoyait Brandon correspondait parfaitement à l'idée qu'elle se faisait du petit ami idéal. Peu à peu, leur relation a pris une tournure romantique. Aux échanges par messagerie se sont ajoutés des appels téléphoniques. Les deux jeunes sont restés en contact pendant plus d'1 an. Les semaines et les mois passaient, et leur attachement mutuel ne cessait de s'intensifier. Carly était littéralement fascinée par le garçon qu'elle considérait comme l'amour de sa vie. Elle parlait souvent de lui, aussi bien à ses amis qu'à sa mère. Bien entendu, la mère de Carly, consciente des risques que pouvait comporter une telle relation à distance,
a accueilli l'enthousiasme de sa fille avec une certaine méfiance. On ignore si elle connaissait réellement l'âge de Brandon, mais elle soupçonnait très probablement qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Il lui arrivait même d'espionner sa fille, notamment lorsqu'elle échangeait avec le jeune homme. En réalité, Sonia avait déjà accès au compte MySpace de sa fille, et les conversations qu'elle y avait lues ne lui avaient jamais posé problème. Elles lui semblaient tout à fait anodines. Cependant, il n'en allait pas de même pour certaines photos qu'elle y découvrit un jour. Celles-ci l'ont littéralement choquée, tant elles étaient d'une nature très intime. Sonia exprima immédiatement ses inquiétudes à sa fille, mais Carly réagit comme le ferait n'importe quelle adolescente. Pourtant, il lui arrivait, à elle aussi, de trouver le comportement du jeune homme étrange, et certaines de ses attitudes la mettaient mal à l'aise. De fait, le simple fait qu'un jeune homme de 20 ans entretienne une relation en ligne avec une adolescente de 14 ans suffirait à alarmer n'importe quel parent. Et ce n'était pas seulement une question d'âge. Les demandes que Brandon adressait à Carly semblaient pour le moins étranges. Un jour, il lui a demandé d'embrasser son amie Ashley et d'enregistrer la scène en vidéo. Carly a accepté uniquement parce qu'elle éprouvait un amour sincère pour lui, tandis qu'Ashley, plus lucide, s'est demandé si la vidéo de leur baiser ne finirait pas sur un site douteux. Cependant, de nouvelles sources d'inquiétude ne tardèrent pas à apparaître. Cela survint peu après qu'Ashley eut appris que Carly avait commencé à fréquenter un homme nommé Shane, qui se présentait comme le père adoptif de Brandon. Comme ce dernier, il possédait un compte sur MySpace. Il prétendait être garde du corps privé et ancien militaire. D'après ses dires, il aurait même travaillé pour Marilyn Manson. L'homme semblait partager les mêmes goûts que Brandon, non seulement en matière de musique, mais aussi dans son attirance troublante pour les adolescentes. Shane appelait fréquemment Carly, y compris lorsqu'elle était en compagnie de ses amis. Il leur posait des questions déplacées, leur demandant par exemple si elles étaient bisexuelles ou si elles aimaient embrasser d'autres filles. Ashley se sentait profondément mal à l'aise face à cette situation. Un jour, elle en parla à Carly, mais la réaction de cette dernière fut plutôt hostile. Finalement, les deux amis se sont disputés. Je tiens à souligner que Carly avait toujours souhaité rencontrer le jeune homme en personne. Leur rencontre était prévue pour le 26 janvier 2007. Malheureusement, à la dernière minute, Brandon a annoncé qu'il ne pourrait pas venir. Il a toutefois précisé que Carly recevrait la visite de son père, ce que la jeune fille a accepté avec enthousiasme. Peut-être cela n'avait-il même plus de lien direct avec le fait que Shane était un proche de Brandon, car, à ce stade, il était devenu pour Carly une sorte de figure paternelle. Bien entendu, Sonia, la mère de Carly, hésitait à faire entrer un inconnu chez elle, mais sa fille a insisté. C'est ainsi qu'en janvier 2007, un homme d'une cinquantaine d'années s'est présenté devant leur maison, au volant d'une voiture bleu clair. Shane portait un uniforme de gardien et, pour une raison inconnue, il a immédiatement su inspirer confiance à Sonia. Finalement, non seulement elle l'a laissé entrer chez elle, mais elle a également autorisé sa fille mineure à l'accompagner faire des achats. Au centre commercial, le prétendu père de Brandon a acheté de nombreux articles à Carly. Certes, la plupart des cadeaux étaient inoffensifs, mais certains soulevaient tout de même quelques interrogations. Au total, l'homme a dépensé plus de 400 $ australiens, mais tout cela n'était qu'un leurre. Pendant que Carly essayait des vêtements, Shane en profitait pour l'espionner dans les cabines, dans l'intention de voir son corps nu. Lors de la fête d'anniversaire, Carly a passé la majeure partie de son temps avec son ancien petit ami, ce qui n'a pas été du goût de Shane. C'est le moins que l'on puisse dire. Selon lui, Carly ne lui prêtait pas suffisamment d'attention. Cependant, en fin de journée, l'homme est finalement parvenu à regagner la confiance de la jeune fille et est sorti se promener avec elle et son amie Rihanna. À un moment donné, Shane a tenté de forcer les deux adolescentes à s'embrasser, mais Rihanna a refusé. Carly, bouleversée, s'est alors mise à pleurer avant de s'enfuir en direction de la maison. Un autre événement bien plus troublant s'est produit dans la nuit. Alors que Carly dormait, Shane s'est introduit dans son lit et lui a murmuré à l'oreille « Je t'aime beaucoup, et je ne laisserai rien t'arriver ». Le lendemain matin, Carly a tout raconté à sa mère qui s'est immédiatement jetée sur l'homme et l'a expulsé de la maison. Plus tard, Sonia a demandé à sa fille si le prétendu père de Brandon l'avait touchée, et la jeune fille a répondu que oui. Mais Carly ne voulait en aucun cas que Brandon soit mis au courant de ce qui s'était passé. Elle a même supplié sa mère de parler à Shane pour tenter d'apaiser la situation, mais Sonia est restée inflexible.
Elle tenait à ce que tout contact entre sa fille et ces personnes cesse immédiatement. Peu de temps après, Sonia a rédigé une lettre à l'intention de Shane, lui demandant de cesser toute communication avec Carly. Elle l'a également averti qu'elle le dénoncerait à la police s'il refusait de s'exécuter. La réponse de l'homme a été empreinte de colère. Il a accusé Sonia de mensonge et a menacé de porter plainte contre elle. Et même si l'homme n'était plus dans leur maison, Sonia savait que le danger, lui, persistait. Il restait toujours la possibilité que Shane tente de reprendre contact avec sa fille. Ce que Sonia ignorait encore à ce moment-là, c'est que l'homme qui s'était présenté chez elle n'était pas Shane. Il n'était ni garde du corps, ni ancien militaire, et encore moins le père d'un certain Brandon. En réalité, derrière les identités du père et du fils, se cachait une seule et même personne, Gary Francis Newman. Mais qui était-il vraiment ? Une femme connue de la presse australienne sous le nom de Christine a compris que sa propre maison était devenue une prison après avoir épousé Gary Newman. Son mari cherchait à contrôler chaque aspect de sa vie. Selon Christine, Gary la battait régulièrement. Il la frappait pour la moindre prétendue faute, parce qu'elle voulait sortir faire du shopping avec une amie ou simplement parce qu'elle rentrait avec quelques minutes de retard. Ces situations suffisaient à le mettre dans une rage incontrôlable. Il s'appropriait également l'intégralité de l'argent qu'elle gagnait par elle-même. Christine travaillait dans un club de striptease. Et lorsque, épuisée, elle refusait d'y retourner, Gary l'y contraignait par la force. Un jour, alors qu'elle venait de lui annoncer son intention de faire du shopping avec une amie, Gary l'a violemment traînée jusqu'à la chambre. Une fois à l'intérieur, il l'a projetée sur le lit, s'est assis sur elle et a commencé à la frapper. Il l'a battue sans relâche jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est arrêté, avant de quitter la pièce en la laissant inerte au milieu du sol. Par miracle, Christine a réussi à ramper jusqu'à la porte d'entrée. C'est alors que la mère de Gary est arrivée. En découvrant sa belle-fille dans cet état, elle a immédiatement appelé un médecin. Après l'avoir examinée, ce dernier lui a demandé si son mari l'avait frappée, mais la présence de Gary l'a empêché de répondre honnêtement. D'autant plus qu'il lui serrait la main si fort qu'il a failli lui briser plusieurs doigts. Christine a finalement réussi à s'échapper et à s'installer à Melbourne. Gary, quant à lui, ne semblait nullement affecté. Il se sentait libre et s'est laissé aller à ses pulsions. Il développa une obsession pour les films pornographiques mettant en scène des femmes déguisées en écolières. Peu de temps après, il commença à envisager de mettre en pratique ses fantasmes les plus violents. Avant de commencer à harceler Carly, Gary avait déjà tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec d'autres jeunes filles. À chaque fois, il inventait une nouvelle histoire. Fait remarquable. Au cours de cette période, il a créé plus de 200 profils sur MySpace. Entre 2002 et 2003, depuis son ordinateur personnel, il a entretenu une relation virtuelle avec une adolescente de 14 ans vivant aux États-Unis. Dans ses messages, il l'appelait « princesse » et parfois même « ma femme ». Sous le pseudonyme de Nash, il a également échangé pendant quelque temps avec une autre jeune fille, originaire de Singapour. Il est même allé jusqu'à se rendre sur place pour la rencontrer. Mais celle-ci ne s'est jamais présentée au rendez-vous, le laissant seul. Cet échec a profondément ébranlé son équilibre mental. Dans un message adressé à un ami, il a écrit que la jeune fille paierait pour cette faute. Un jour, son obsession a atteint un tel degré qu'il a tenté d'enivrer sa propre fille, âgée d'à peine 13 ans, dans le but de l'inciter à avoir des relations sexuelles avec lui. Heureusement, il n'est pas parvenu à mettre son projet monstrueux à exécution. Dans le cas de Carly, Gary espérait qu'elle accueillerait ses avances avec calme. Il s'imaginait déjà commencer une nouvelle vie avec elle. Il avait même informé ses collègues de son intention de s'installer à Adélaïde. Mais une fois ses véritables intentions révélées, il a compris que son rêve s'éloignait. Ayant perdu la possibilité de contacter Carly sous l'identité de Shane, il a décidé qu'il était temps de réactiver le personnage de Brandon. Il voulait lui faire du mal, et cette idée était devenue sa seule obsession. Gary avait renoncé à tout espoir de vivre un jour auprès de Carly. Dès lors, il ne pensait plus qu'à une chose, se venger. Tout au long du mois de février, Gary et Carly ont continué à échanger. À un moment donné, se faisant passer pour Brandon, l'homme a proposé à la jeune fille un rendez-vous secret à Adélaïde. La seule condition était la présence de Shane, et Carly a accepté. Il ne manquait plus à Gary qu'une chose:
trouver un jeune homme prêt à incarner le rôle de Brandon. Or, le criminel avait tout prévu. Il s'avère qu'il avait adopté par le passé un adolescent de 17 ans. C'est ce dernier qui devait se faire passer pour l'amoureux de Carly. Le 19 février, Gary et son fils adoptif se sont rendus à Adélaïde. Carly, de son côté, a menti à sa mère au sujet de ses projets pour la journée, lui affirmant qu'elle passerait la nuit chez une amie. Peut-être par culpabilité, elle a embrassé sa mère à plusieurs reprises avant de partir, en lui disant qu'elle l'aimait. Lorsque la jeune fille est sortie de la maison par la porte arrière, l'homme qu'elle connaissait sous le nom de Shane et le garçon censé être son fils, Brandon, l'attendaient déjà dans la rue. Gary a conduit les deux jeunes gens dans une ville appelée Port Elliot, l'un des lieux les plus prisés d'Australie méridionale. Ensemble, ils ont flâné dans les rues et ont fini par rejoindre la baie locale. Là, l'homme a proposé à Carly des substances illicites. Après 22 heures, dans un recoin isolé de la baie, Gary a profité de l'état altéré de la jeune fille pour la plaquer au sol, face contre terre, et la contrainte à avoir des relations sexuelles avec lui. Pendant l'agression, son fils adoptif l'a aidé à la maintenir. Une fois son crime accompli, Gary a frappé Carly à plusieurs reprises à la tête, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Lui et son complice ont ensuite jeté le corps de leur victime à l'eau, dans l'espoir qu'elle se noie. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit. Le lendemain matin, une femme nommée Kim Griffin a découvert le corps sans vie de Carly. Elle a tenté d'appeler à l'aide, mais il n'y avait personne d'autre sur les lieux. Désemparée, elle a couru jusqu'au parking le plus proche. Là, elle a croisé un pêcheur nommé Ian Slade, qui a immédiatement accepté de l'aider. Ensemble, ils ont ramené le corps de la jeune fille sur la rive. Après avoir vérifié son pouls, ils ont compris qu'il était trop tard pour la sauver. Quelques minutes plus tard, Kim a contacté la police et les secours. Le 20 février 2007, Carly a été officiellement déclarée morte. L'autopsie a révélé que la jeune fille présentait au moins 19 blessures. Certaines d'entre elles avaient été causées par des coups portés à la tête. Son corps portait également plusieurs coupures et égratignures. Des traces de cannabinoïdes ont été détectées dans son sang. Selon les conclusions des experts, Carly est décédée peu de temps avant que Kim ne découvre son corps. Celui-ci a été formellement identifié par sa mère. Pour elle, ce fut une véritable tragédie. Elle ne comprenait pas comment sa fille avait pu se retrouver dans un endroit aussi éloigné de leur domicile. Les caméras de vidéosurveillance installées à Port Elliot ont montré que Carly était accompagnée de deux individus, sans aucun doute des hommes. Sur l'une des images, on les voit à proximité de l'hôtel Crown. Sur une autre, non loin d'un établissement de restauration rapide. Les enquêteurs sont parvenus à recueillir plusieurs témoignages. L'un des témoins se souvenait qu'un homme lui avait demandé où il pouvait boire un verre. Il lui avait conseillé de se rendre vers la baie. Un caissier de supermarché qui avait vendu un paquet de cigarettes à un homme a rapporté que ce dernier lui avait posé exactement la même question. Vers 21 heures, Carly, Gary et son fils adoptif ont été aperçus près de la baie. Plusieurs témoins ont décrit la jeune fille comme appartenant à la sous-culture gothique ou émo. Certaines personnes interrogées ont également signalé la présence d'une voiture bleu clair, immatriculée dans l'État de Victoria. Selon elles, le véhicule était garé près des falaises, et une carte ressemblant à une pièce d'identité de gardien de sécurité était visible sur le tableau de bord. Les enquêteurs ont analysé les derniers appels émis par Carly afin de déterminer avec qui elle avait communiqué peu avant sa mort. L'un des numéros était enregistré à Melbourne, l'autre à Adélaïde. Les policiers ont tenté d'identifier les titulaires de ces lignes, mais sans succès. Cependant, les données de géolocalisation ont permis de faire avancer l'enquête. Il s'est avéré que certains appels avaient été passés depuis Walkerville, une banlieue d'Adélaïde située à quelques kilomètres du domicile de Carly. On y trouvait un parc de caravanes, où plusieurs personnes vivaient dans leurs véhicules. Lorsque les enquêteurs se sont rendus sur place, la voiture bleu clair immatriculée dans l'État de Victoria n'y était plus. Toutefois, plusieurs habitants ont confirmé l'avoir vue, ainsi que les individus qui s'y trouvaient. Les images des caméras de vidéosurveillance ont permis d'identifier le véhicule et de relever sa plaque d'immatriculation. Le suivi de cette dernière a conduit les enquêteurs jusqu'à une maison située sur la péninsule de Mornington, au sud de Melbourne. Elle appartenait à un homme de 48 ans nommé Gary Francis Newman. C'est devant cette maison que la voiture recherchée a été retrouvée. À partir de ce moment, Gary est devenu le principal suspect dans le meurtre de Carly. Lorsque les policiers sont entrés dans la maison,
L'homme était assis devant son ordinateur et échangeait avec une adolescente de 14 ans originaire d'Australie occidentale. Il s'est avéré que Gary usurpait une fois de plus l'identité de Brandon. 11 jours seulement s'étaient écoulés depuis la découverte du corps de Carly dans la baie, et il était déjà à la recherche d'une nouvelle victime. Lors de la perquisition de son domicile, de nombreux objets directement liés à ces actes violents et criminels ont été retrouvés. Parmi les carnets saisis figuraient les coordonnées de 200 identités fictives utilisées par Gary pour entrer en contact avec des mineurs. En outre, des éléments attestant qu'il se livrait régulièrement à du cyberharcèlement ont été découverts. Les coordonnées de Carly apparaissaient également dans ses notes manuscrites. À côté, il avait écrit « Repose en paix, Carly Ryan ». Les enquêteurs ont également établi que les semelles des chaussures de Gary contenaient du sable provenant de Port Elliott. Malheureusement, à ce stade de l'enquête, de nombreux messages avaient déjà été supprimés de son profil. La correspondance avec Carly n'avait pas été conservée dans son intégralité. Toutefois, plusieurs enregistrements de conversations téléphoniques avec la jeune fille ont été retrouvés sur son ordinateur, notamment des échanges au cours desquels il se faisait passer pour Brandon. La dernière communication entre Gary et Carly remonte à peu de temps avant le décès de la jeune fille. Dans ces messages, ils évoquaient un rendez-vous prévu pour le 19. Lorsque les experts ont comparé l'ADN du suspect aux échantillons prélevés sur les vêtements de la victime, ils ont constaté une concordance parfaite. Cette correspondance génétique prouvait que l'homme avait été en contact direct avec Carly et qu'il se trouvait bien sur la plage le jour de sa mort. Malgré des preuves accablantes, Gary a nié toute implication dans le crime. Il a tout fait pour rejeter la responsabilité sur son fils adoptif. Toutefois, ce dernier a présenté une version des faits totalement différente, accusant son père d'être l'unique responsable. Finalement, les deux suspects ont été arrêtés. Le procès a duré près de 3 ans. Tout au long de la procédure, Gary a continué à nier sa culpabilité. Pendant des mois, il a persisté à accuser son fils, le traitant de menteur et l'insultant publiquement. Il affirmait également que les autorités et les médias avaient organisé un complot contre lui. Depuis sa cellule, il a adressé plusieurs lettres à ses proches pour leur demander de l'aide. Il espérait qu'ils lui apporteraient leur soutien et confirment son alibi. Cependant, non seulement ils ont refusé de l'aider, mais ils ont également transmis ces lettres à la police. Jusqu'à la fin du procès, les informations concernant les accusés ont été tenues strictement confidentielles. Seule l'identité de Carly avait été rendue publique. Dans un premier temps, certains médias ont décrit la jeune fille comme une adolescente à problème. Elle a même été accusée d'avoir voulu entretenir une relation avec un homme adulte. Ces affirmations, largement relayées, ont contribué à médiatiser l'affaire dans tout le pays. La première audience s'est tenue le 20 octobre 2009 devant la Cour suprême d'Australie méridionale. Avant même l'ouverture des débats, la juge Trish Kelly a déclaré irrecevables certaines preuves, notamment les conversations de Gary avec d'autres adolescentes. Elle a choisi de ne prendre en compte que les éléments directement liés à l'affaire Carly Ryan. L'accusation a soutenu que les deux prévenus administraient ensemble les profils fictifs de Brandon et Shane. La défense du fils adoptif de Gary, quant à elle, a affirmé que le jeune homme s'était limité à aider son père à effacer les traces du crime. Pendant longtemps, Gary et ses avocats ont continué à désigner le jeune homme comme l'unique responsable de la mort de Carly. Toutefois, en janvier 2010, lors d'une intervention inattendue devant le tribunal, Gary a changé de version. Il a déclaré qu'aucun des deux, ni lui ni son fils, n'était impliqué dans le décès de la jeune fille. Selon ses dires, il n'avait jamais ressenti la moindre attirance envers Carly et considérait leur relation comme celle d'un beau-père avec sa belle-fille. Il a précisé qu'il ne pouvait éprouver d'attirance pour qui que ce soit, se décrivant comme asexuel, c'est-à-dire sans intérêt pour les relations intimes. Mais ce ne sont là que ses propres affirmations. D'après lui, c'est son fils adoptif qui entretenait une relation amoureuse avec Carly. Gary affirmait qu'il s'était simplement limité à incarner le rôle de Shane, tandis que le jeune homme se faisait passer pour Brandon. L'accusé a également reconnu être obsédé depuis longtemps par les réseaux sociaux. Il attribuait cette obsession à ses troubles bipolaires et obsessionnels compulsifs. Il a expliqué qu'il créait des identités fictives dans le cadre d'une prétendue étude, dont les résultats devaient lui servir à rédiger un livre sur les mécanismes de manipulation en ligne. Bien que Gary ait nié que ses actes aient conduit à la mort de Carly, il a reconnu avoir emmené celle-ci, ainsi que son fils adoptif, à Port Elliott. Pour tenter de se justifier, il a affirmé que les adolescents avaient assisté à une fête en ville et qu'ils ne s'étaient retrouvés qu'ensuite.
Toujours selon lui, ils seraient ensuite rentrés chez eux, laissant Carly seule sur la plage. Par ses déclarations, l'accusé semblait espérer voir sa peine requalifiée en homicide involontaire. Il a tenté de présenter les faits de manière à faire croire que la jeune fille s'était infligé elle-même ses blessures. Toutefois, le jury n'a pas retenu ses arguments et, en fin de compte, Gary Francis Newman a été reconnu coupable du meurtre de Carly. Le 21 janvier 2012, le juge l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 29 ans. Toutes les charges retenues contre le fils adoptif de Gary, qui était mineur au moment des faits, ont été abandonnées. Son identité n'a jamais été rendue publique. À l'issue du procès, Sonia Ryan a participé à la création de la fondation Carly Ryan. Cette organisation caritative à but non lucratif s'est donnée pour mission de promouvoir la sécurité en ligne. La mort d'une adolescente dans des circonstances aussi tragiques aurait pu inciter n'importe quel parent à se méfier des réseaux sociaux. Pourtant, pour Sonia, l'objectif n'était pas d'interdire Internet, mais de permettre aux jeunes de l'utiliser en toute sécurité. Avec le temps, les actions de la Fondation ont contribué à l'adoption d'une nouvelle législation, qui reconnaît désormais le grooming et le cyberharcèlement comme des infractions pénales, en particulier lorsque l'agresseur dissimule son âge réel ou ses informations personnelles. L'organisation a également participé au développement d'une application mobile destinée aux enfants et aux adolescents, visant à renforcer leur sécurité sur les réseaux sociaux. Plus largement, Sonia a animé de nombreuses conférences éducatives dans des écoles en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle est devenue, pour de nombreuses familles, un symbole de résilience et s'est pleinement engagée à éviter que d'autres jeunes ne connaissent le même destin que sa fille. À 8h47, le 29 juillet 2020, Ambar Cornejo a reçu un appel de sa mère. Celle-ci lui a dit qu'elle pouvait venir chercher l'argent que son père lui avait envoyé. Il est important de préciser qu'Ambar ne vivait ni avec sa mère ni avec son père. Elle habitait chez sa tante, dont la maison se trouvait à seulement quelques pâtés de maison de celle de sa mère. Ambar n'aimait pas rendre visite à sa mère pour plusieurs raisons. Tout d'abord, leur relation était tendue. Ensuite, elle éprouvait une forte aversion pour le compagnon de sa mère, un homme nommé Hugo Bustamante Pérez. Elle confiait même à ses amis qu'elle ressentait une profonde anxiété chaque fois qu'elle le voyait. Malgré cela, la jeune fille est sortie de chez sa tante et s'est rendue à la banque. Elle accomplissait cette démarche tous les mois et, en général, tout se passait sans incident. Cependant, ce jour-là, Ambar a cessé de répondre aux appels téléphoniques. On suppose qu'elle a disparu immédiatement après avoir quitté la maison de sa mère. Après plusieurs heures d'attente, comme la jeune fille ne revenait pas, sa tante, de plus en plus inquiète, est entrée dans sa chambre afin de vérifier si ses vêtements et ses effets personnels s'y trouvaient toujours. Elle voulait ainsi écarter l'hypothèse d'une fugue. La femme a ensuite contacté la police pour signaler la disparition de sa nièce. Fait inhabituel, les autorités ont réagi avec une grande rapidité et ont immédiatement entamé une enquête. Au fil des jours, la tante d'Ambar a commencé à soupçonner la mère de la jeune fille, consciente que leur relation s'était détériorée depuis longtemps. Peu après, un élément clé a été découvert. Une note rédigée par Ambar elle-même, dans laquelle elle évoquait le compagnon de sa mère. La jeune fille n'avait jamais accepté cette relation. Elle ressentait un profond malaise en présence de cet homme et en avait une peur véritable. Peu de temps auparavant, Ambar avait entrepris des recherches à son sujet. C'est alors que ses craintes se sont confirmées. L'homme avait un lourd passé criminel. Avant d'emménager chez sa tante, Ambar vivait avec sa mère. À cette époque, leur relation était moins tendue. Cependant, après avoir rédigé cette lettre, la mère d'Ambar s'est mise en colère et l'adolescente a été contrainte de quitter le domicile familial. Datée du 16 janvier 2020, la lettre avait été remise par Ambar à l'administration du complexe résidentiel où elle vivait alors avec sa mère. Elle y écrivait « Je m'appelle Ambar. Je souhaite porter plainte contre Hugo Bustamante. Il ne devrait pas être autorisé à entrer dans l'immeuble, car c'est un psychopathe et un meurtrier susceptible de mettre ma famille et moi-même en danger. » Par ailleurs, la jeune fille avait expressément demandé que cet homme ne se présente plus à leur domicile. À ce moment-là, Ambar avait déjà informé ses amis et plusieurs proches de ce qu'elle avait découvert sur Internet au sujet de cet individu. Ainsi,
De nombreuses personnes de son entourage connaissaient déjà son passé. Lorsque ces révélations ont été portées à la connaissance des résidents de l'immeuble, la mère d'Ambar et son compagnon ont été contraints de déménager. Ambar, quant à elle, a alors commencé à vivre chez sa tante. Elle ne voulait pas que les événements douloureux qu'elle avait déjà vécus se répètent, car sa mère avait, dans le passé, entretenu une autre relation ayant également causé des situations très pénibles. Peu après le déménagement, Ambar s'est confiée à sa tante et lui a tout révélé. Les agressions physiques commises par l'ancien compagnon de sa mère, ainsi que ce qu'elle avait découvert au sujet de l'homme avec lequel sa mère vivait désormais. À cette époque, le nom d'Hugo Bustamante était déjà bien connu du système judiciaire chilien. Rien qu'entre 1987 et 1989, il avait été inculpé pour 19 délits différents liés à des vols. Mais son parcours criminel ne s'arrête pas là. En 2005, Hugo est devenu le principal protagoniste d'une affaire retentissante qui a terni sa réputation et lui a valu un surnom dans les milieux criminels. Il était désormais connu sous le nom de tueur au tonneau. Au début du mois de décembre 1992, un profil psychologique avait été établi à son sujet. Il le décrivait comme un individu présentant une forte propension à la manipulation et une attitude biaisée envers autrui, des traits associés à un trouble de la personnalité antisociale à dominante psychopathique. Après plusieurs années d'emprisonnement, Hugo a été libéré et s'est lancé dans la vente de fruits et légumes. Il tentait de s'éloigner de ses anciennes habitudes et avait même fait la connaissance d'une femme nommée Veronica Vasquez. Celle-ci était mère célibataire et élevait seule son jeune fils. Hugo s'est rapidement intégré à leur quotidien. Tout semblait enfin rentrer dans l'ordre, mais la situation s'est rapidement dégradée. Quelques mois seulement après le début de leur vie commune, l'homme a replongé dans ses anciennes dépendances. Consommation de substances illicites, abus d'alcool et implication dans des activités illégales. Dans un premier temps, Véronica a tenté d'ignorer la situation, espérant que cela passerait, mais le comportement d'Hugo devenait de plus en plus destructeur. De plus, ses addictions entraînaient des dépenses importantes, et il réclamait de l'argent à Véronica de manière de plus en plus insistante. Celle-ci acceptait, peut-être par peur qu'Hugo ne l'abandonne. Pourtant, cela ne suffisait pas. Finalement, il lui a proposé de vendre leur maison afin d'en acheter une plus petite, qu'il ferait enregistrer à son propre nom. Véronica a jugé cette décision trop risquée et a refusé. Hugo est alors devenu plus agressif. Sous la pression, elle a fini par céder et a accepté la vente. Ils ont ensuite emménagé dans une nouvelle maison, où Hugo a ouvert un petit commerce de rue, espérant ainsi générer un revenu stable. Cependant, en raison de son mode de vie, cet argent s'est révélé insuffisant. Quelques mois plus tard, ils ont revendu la maison. Véronica a tenté de fuir avec une partie de l'argent et son fils, mais la réaction d'Hugo a été immédiate. Pris d'une rage folle, il a étranglé la femme, puis a fait subir le même sort à l'enfant. Après ce double meurtre, Hugo a dissimulé les corps dans un tonneau métallique qu'il a ensuite enterré dans le jardin de leur nouvelle maison. Quelques jours plus tard, l'un des voisins s'est plaint d'une odeur nauséabonde persistante et du comportement suspect de l'homme. C'est ainsi qu'Hugo a été découvert et condamné pour double homicide. Cette fois, la peine prononcée était de 27 ans de réclusion. Pourtant, il n'a purgé que 11 ans de prison. Il a été libéré avant terme, les autorités ayant estimé qu'il ne représentait plus un danger pour la société. Par la suite, l'affaire concernant Véronica et son fils s'est révélée être celle qu'Ambar avait découverte sur Internet. Elle en avait parlé à sa mère, mais celle-ci avait refusé de la croire. La femme affirmait qu'elle ne condamnerait pas cet homme, convaincue qu'il avait changé. Lorsque Ambar a disparu, l'affaire a immédiatement occupé le devant de la scène dans les médias locaux et a suscité une vive émotion au sein de la société. Très rapidement, les soupçons se sont tournés vers Hugo, surtout après que son passé a été de nouveau rendu public. Toutefois, aucune preuve tangible ne permettait encore d'établir sa responsabilité dans la disparition. Un débat s'est alors ouvert en ligne. Pouvait-on accuser un homme uniquement sur la base de ses antécédents judiciaires ? Pendant ce temps, Hugo affichait un calme déconcertant. Il ouvrait sa porte à quiconque souhaitait lui parler et assurait, aussi bien aux journalistes qu'aux enquêteurs, qu'il n'avait rien à cacher. Quant à Denise, elle a soutenu son compagnon durant toute cette période. Selon ses dires, elle avait vu sa fille quitter la maison de ses propres yeux, et la disparition d'Ambar avait été, pour Hugo comme pour elle, un véritable choc. Au début du mois d'août, aucune nouvelle d'Ambar n'avait encore été reçue.
La pression médiatique exercée sur Hugo et Denise ne cessait de croître. Finalement, ils ont décidé de fuir. 2 jours plus tard, ils ont été arrêtés et conduits au commissariat pour une nouvelle audition. C'est alors qu'un événement est venu bouleverser le cours de l'enquête. Denise, la mère d'Ambar, a été isolée de son compagnon. Dès le début de l'interrogatoire, elle s'est effondrée en larmes et a révélé la vérité sur les événements ayant conduit à la disparition de sa fille. Selon ses déclarations, Hugo lui avait avoué le meurtre. Elle a également affirmé que le corps de la jeune fille avait été dissimulé sous le plancher de leur maison, dans une fosse d'environ 50 cm de profondeur. Denise a expliqué qu'Hugo l'avait menacée de représailles, ce qui l'avait poussé à garder le silence. Sur la base de ce témoignage, les enquêteurs ont immédiatement placé l'homme en garde à vue. Dans le même temps, une équipe spécialisée s'est rendue sur les lieux présumés du crime afin de vérifier les informations fournies par la mère. 8 jours après sa disparition, le corps d'Ambar a ainsi été retrouvé sans vie. Il était enterré sous le sol de la maison maternelle. Les détails du crime ont profondément choqué l'opinion publique. D'après le rapport médico-légal, la jeune fille avait subi de nombreuses blessures avant sa mort. De plus, Hugo avait profité de l'état de vulnérabilité d'Ambar pour la contraindre à avoir des rapports sexuels. Par la suite, le parquet a révélé que l'analyse du téléphone portable de l'accusé avait mis en évidence des recherches particulièrement inquiétantes. Prix d'un pistolet électrique et d'un hachoir à viande, mode d'emploi du chloroforme, achat d'une camisole de force, torture chinoise à l'aide de tiges de bambou, méthode de pression psychologique, ainsi que d'autres contenus alarmants. Selon les procureurs, Hugo a ensuite démembré le corps d'Ambar. Tous les éléments recueillis ont montré que le crime avait été minutieusement planifié. L'homme avait même utilisé des planches neuves et de la peinture pour dissimuler la fosse dans laquelle il avait enterré la victime. Ces éléments ont servi de fondement à son inculpation pour atteinte à l'intégrité sexuelle d'une mineure, meurtre et dissimulation illégale de cadavres. Lorsque les principales informations ont été divulguées à la presse, le public a été profondément choqué par les faits. Une vague d'indignation a rapidement traversé le pays. La société réclamait justice pour Ambar. Des questions ont également été soulevées quant à la responsabilité des magistrats ayant autorisé la libération de Hugo, en dépit de la gravité de son passé judiciaire. La situation s'est aggravée lorsque d'anciennes interviews accordées par l'homme après sa libération en 2016 ont refait surface. On a alors découvert que l'histoire de celui que l'on surnommait le tueur au tonneau avait déjà été évoquée dans un épisode d'une émission criminelle très populaire au Chili. À la fin de cette émission, le présentateur lui avait demandé s'il pensait pouvoir recommencer un tel crime. Hugo avait alors répondu qu'il ne pouvait pas donner de réponse précise. Il avait également ajouté qu'il ne savait pas s'il exploserait à nouveau, laissant entendre que ce risque n'était pas à exclure. Dans plusieurs autres entretiens, l'homme avait tenu des propos similaires. Dans l'un d'eux, il avait même déclaré textuellement « Je ne contrôle pas mon destin ». Autrement dit, Hugo lui-même n'avait jamais affirmé qu'il ne récidiverait pas. Ces révélations ont déclenché une nouvelle vague de critiques virulentes à l'encontre du système judiciaire chilien. Pour une grande partie de l'opinion publique, la conclusion était sans équivoque. Un homme au passé extrêmement violent avait une fois de plus ôté une vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le père d'Ambar, ainsi que d'autres membres de la famille, ont tout mis en œuvre pour que le parquet enquête également sur le rôle de sa mère. Il soutenait que cette dernière n'était pas uniquement victime de menaces, mais qu'elle avait également été complice du crime. Dans un premier temps, les autorités ont cru Denise, car elle semblait véritablement terrorisée. Selon ses déclarations, Hugo la menaçait de représailles, ce qui l'avait poussée à garder le silence. Cependant, l'enquête a basculé lorsqu'un élément de preuve, apparemment anodin mais en réalité décisif, a été découvert. Un ticket de caisse retrouvé dans le portefeuille de Denise. Grâce à ce reçu, les enquêteurs ont pu obtenir les enregistrements de vidéosurveillance du magasin. Sur les images, on voit Denise et Hugo acheter des lunettes de soleil, des chapeaux et d'autres articles. Ces achats ont eu lieu peu après le crime. Mais ce qui s'est révélé particulièrement compromettant, c'est que la peinture et la cire utilisées pour recouvrir le sol, sous lequel le corps d'Ambar avait été dissimulé, provenaient précisément de ce même magasin. Cette découverte a conduit les enquêteurs à penser que Denise n'avait pas seulement eu connaissance du meurtre, mais qu'elle avait également contribué à en dissimuler les traces. Plus tard, les enquêteurs ont reconstitué la chronologie des événements du 29 juillet.
Ce matin-là, Denise avait appelé Ambar pour lui dire que son père lui avait envoyé de l'argent. Lorsque la jeune fille est arrivée au domicile de sa mère, cette dernière l'a convaincue d'entrer. Elles ont discuté quelques instants devant la maison. Puis Ambar a finalement accepté de pénétrer à l'intérieur. À ce moment-là, Hugo l'attendait déjà. Dès qu'Ambar a franchi le seuil, un véritable cauchemar a commencé. Selon la version présentée par le parquet, la mère et son compagnon ont jeté la jeune fille au sol, lui ont attaché les mains, puis l'ont violemment frappée. Par la suite, Denise serait sortie brièvement du logement. Pendant son absence, Hugo aurait abusé d'Ambar avant de la tuer. Le lendemain, Denise et Hugo se sont rendus dans un magasin pour acheter de la peinture, du vernis et divers articles. De retour chez eux, Hugo a ouvert le plancher, creusé une fosse, puis y a enterré les restes de la jeune fille. Il a ensuite replacé les planches et les a recouvertes de peinture et de vernis. Mais la preuve la plus accablante, celle qui a définitivement établi la complicité de Denise, a sans doute été le message qu'elle a envoyé au moment même où Hugo se retrouvait seul avec l'adolescente. Il disait « Je me suis calmé. Dis-moi quand je peux revenir. Je t'aime. Tu me manques. Je t'embrasse très fort. » Sur la base de ce message, le parquet a conclu que Denise et Hugo s'étaient entendus à l'avance pour tuer Ambar. Le mardi 21 septembre 2021, le tribunal oral de Viña del Mar a confirmé la date d'ouverture du procès. La première audience s'est tenue à la fin du mois d'octobre de la même année. D'après les informations disponibles, les chefs d'accusation retenus étaient les suivants: meurtre avec préméditation, atteinte à l'intégrité sexuelle d'une mineure et dissimulation illégale de cadavres. À la demande des avocats de la défense, le tribunal a décidé de conduire les audiences sous une forme partiellement contradictoire. Cette décision a été motivée principalement par des raisons de sécurité. Au cours du procès, 30 témoins et 25 experts judiciaires ont été entendus. De nombreux éléments de preuve et pièces à conviction ont également été versés au dossier, parmi lesquels des expertises psychologiques, des résultats d'analyse ADN, ainsi que divers documents en lien avec l'affaire. Dès l'ouverture des débats, le ministère public a requis la peine maximale à l'encontre des deux accusés: la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de réduction de peine. Le verdict final dans l'affaire du meurtre d'Ambar Cornejo n'a été rendu qu'au mois de décembre 2021. Par décision du tribunal oral de Viña del Mar, les accusés Hugo Humberto Bustamante Pérez et Denise Alicia Llanos Lascano ont été reconnus coupables et condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale prévue par le système juridique chilien. Une telle condamnation excluait toute possibilité de libération conditionnelle avant un minimum de 40 ans à compter de la date du jugement. En juin 2022, la Cour suprême du Chili a confirmé ce verdict, rejetant le recours introduit par la défense. En définitive, cette affaire a constitué un précédent majeur dans la jurisprudence chilienne et a suscité un vaste débat public, ravivant les discussions sur la nécessité de réformer en profondeur l'ensemble du système judiciaire. Iván Jesús Ortiguera Quinteros est né le 19 mai 1995 dans la petite commune de Pergamino, située dans la province de Buenos Aires, en Argentine. Il a grandi dans la maison familiale, propriété de ses parents, Juan Domingo Ortiguera et Nancy Vivian Quinteros. En plus d'Iván, le couple avait 5 autres enfants: Bruno, Lucia, Franco, Martina et Delfina. Les membres de la famille Quinteros décrivaient le jeune garçon comme joyeux, énergique, sociable et plein de vie, doté d'un caractère à la fois doux et déterminé. Son rêve était de devenir footballeur professionnel, et il semblait posséder un talent inné pour ce sport. Ses aptitudes étaient reconnues aussi bien par ses proches que par ses coéquipiers du club de football local. Le 30 mai 2011, Iván a entamé une relation amoureuse avec sa petite amie, une jeune fille prénommée Tamara Noelia Núñez. Ils se connaissaient depuis environ 2 ans et au départ, leur relation n'était qu'amicale. Toutefois, en grandissant, des sentiments amoureux se sont progressivement développés entre eux. Les deux adolescents s'écrivaient chaque jour et s'échangeaient des photographies attendrissantes, dans lesquelles ils exprimaient mutuellement leur amour et leur tendresse. À cette époque, Tamara avait 2 ans de moins que son petit ami, alors âgé de 16 ans. Elle vivait avec son père, un homme appelé Norberto Fabián Núñez. Sa mère biologique, prénommée Maria de Los Angeles, vivait séparément,
mais voyait tout de même souvent sa fille. Fabian, le père de Tamara, exerçait plusieurs emplois. Le jour, il gagnait sa vie en posant du carrelage et le soir, il travaillait comme gardien dans une station de lavage automobile ou dans une boîte de nuit. Ces activités exigeaient à la fois une excellente condition physique et une constitution robuste, dont Fabian pouvait se targuer. Il lui arrivait fréquemment d'intervenir lors de bagarres et de mettre fin aux conflits qui éclataient dans la boîte de nuit. Il convient de préciser que cet homme n'approuvait nullement la relation de sa fille avec Ivan. À plusieurs reprises, il avait même menacé le jeune homme, en lui demandant poliment de laisser sa fille tranquille. Un jour, Fabian surprit le jeune homme chez lui. Ivan ne se trouvait pas simplement assis dans le salon ou dans la cuisine. Il était enlacé avec passion par la jeune Tamara. Cette scène mit aussitôt le père hors de lui, et il chassa immédiatement le garçon, en lui interdisant de revenir dans leur maison. Malgré cela, les deux jeunes continuaient à se fréquenter et passèrent parfois la nuit chez la mère de Tamara. Tamara elle-même entretenait d'excellentes relations avec les parents d'Ivan, ainsi qu'avec ses frères et sœurs. Contrairement à Fabian, aucun d'entre eux ne voyait d'inconvénient à ce que les adolescents se fréquentent. Ce dernier était toutefois si mécontent de la situation qu'il tenta de s'entretenir avec le père du jeune homme. La conversation eut lieu le 6 janvier 2012 et s'avéra particulièrement désagréable. Fabian se rendit au bar où travaillait Juan Domingo et l'avertit que si les jeunes poursuivaient leur relation, cela tournerait mal pour Ivan. Lorsque Juan demanda au père de Tamara pourquoi il s'opposait à l'amitié entre les adolescents, celui-ci répondit que sa fille rencontrait de sérieux problèmes scolaires et disciplinaires parce qu'elle passait trop de temps avec le garçon. À la suite de cette entrevue, Fabian répéta à plusieurs reprises les propos qu'il avait déjà tenus et, avant de partir, formula des menaces encore plus explicites. Il déclara à Juan qu'il jetterait personnellement son fils par la fenêtre s'il le surprenait de nouveau chez lui. Le soir même, Fabian, comme tous les jeudis, partit travailler au lavage automobile. Il quitta la maison tard dans la soirée, avec l'intention de rentrer un peu plus tôt que d'habitude. Pendant ce temps, sa fille resta à l'appartement avec ses proches. Après le départ de son père, Tamara envoya un message à son petit ami pour lui demander de venir lui rendre visite. Les deux adolescents savaient qu'ils devaient surveiller l'heure, car Ivan devait quitter l'appartement avant le retour de Fabian, ou du moins après que celui-ci se fût endormi à son retour du travail. Cependant, cette nuit-là, le sommeil les submergea, et ils ne se réveillèrent qu'au petit matin, lorsqu'ils entendirent les cris furieux d'un homme qui les avait une nouvelle fois surpris ensemble. Sans la moindre hésitation, le père de la jeune fille attrapa le garçon endormi, le tira du lit et se mit à le frapper à coups de poing. Tamara tenta d'intervenir dans la bagarre, suppliant son père d'arrêter de le frapper, mais il semblait ne pas entendre les paroles de sa fille. Dans le même appartement, mais dans une autre pièce, vivait la cousine de la jeune fille, Lucrecia Núñez, et sa mère, Evangelina. En entendant le vacarme, elles se précipitèrent dans la chambre où se déroulait la bagarre et tentèrent de calmer Fabian. Constatant que l'homme avait totalement perdu son sang-froid, Lucrecia demanda à sa sœur d'appeler leur mère et leur frère. Après avoir reçu l'appel, Maria et son frère Nestor, qui habitaient à 1 kilomètre du lieu des faits, accoururent aussitôt. Cependant, l'arrivée de son ex-femme ne calma pas Fabian, mais renforça au contraire son agressivité. Il s'en prit alors aux femmes, frappant Evangelina au visage et Maria à la poitrine. L'incident se prolongea environ 1 heure et demie. À un moment donné, Fabian cessa de frapper le jeune homme et se mit à l'insulter. L'agresseur exigea qu'Ivan se jette par la fenêtre de son propre chef. À défaut, il promit de le faire lui-même. À ce moment-là, l'adolescent épuisé supplia désespérément Fabian de ne pas le jeter par la fenêtre, mais l'agresseur continua d'insister. Malgré l'absence totale de défense de la part d'Ivan, le père de Tamara lui asséna plusieurs coups violents, lui brisant la cloison nasale ainsi que la mâchoire. Le jeune homme perdit aussitôt connaissance sous la brutalité de ses blessures. Immédiatement après, l'agresseur poussa le corps inerte de sa victime contre la fenêtre, brisant la vitre avec sa tête. Sous la violence de l'impact contre le cadre, le corps d'Ivan retomba sur le sol de la chambre. Fabian souleva alors de nouveau sa victime, la saisissant d'une main par le cou et de l'autre par la jambe, avant de la projeter par la fenêtre. Au moment de la chute, le jeune homme était toujours inconscient. Il ne put donc ni pousser le moindre cri, ni esquisser le moindre mouvement réflexe, tel que remuer les bras ou les jambes. La chute provoqua la mort quasi instantanée d'Ivan. Ce tragique événement se produisit vers 9h30 du matin. Peu après l'incident, la police arriva sur les lieux du crime.
Quelques minutes plus tard, une ambulance appelée par les forces de l'ordre se présenta également. Les médecins constatèrent immédiatement le décès d'Ivan et portèrent secours à Tamara, qui s'était précipitée en bas. La jeune fille répétait sans cesse que le jeune homme s'était jeté lui-même par la fenêtre. Pendant ce temps, les policiers pénétrèrent dans l'appartement situé au 7e étage. Fabian s'y trouvait encore. L'homme fumait beaucoup et demeurait en état d'ébriété. Il salua les agents, puis leur montra la pièce et la fenêtre, affirmant qu'Ivan s'était élancé par là. Lors de l'inspection des lieux, de nombreux éclats de verre furent découverts. Tandis que les policiers examinèrent l'appartement, Fabian discutait avec son ex-femme et d'autres membres de sa famille qui avaient assisté à l'incident. Au cours de cette conversation, il insista auprès de ses proches sur le fait que tout était de la faute d'Ivan, soutenant que celui-ci s'était jeté par la fenêtre au cours d'une dispute. Avant le départ des policiers, le propriétaire de l'appartement leur raconta la querelle qu'il avait opposée au défunt. Selon Fabian, il avait surpris le jeune homme chez lui, dans les bras de sa fille. L'adolescent, pris de peur, aurait alors décidé de s'enfuir par la fenêtre. Nestor, l'oncle de Tamara, tenta de corroborer la version de son père en précisant que l'adolescent voulait descendre jusqu'au 6e étage, mais qu'il n'était pas parvenu à se retenir et avait fini par tomber. Peu après le départ des policiers, Tamara quitta l'appartement et se rendit chez la famille Ortiguera. Elle y rencontra Lucia, la sœur d'Ivan, âgée de 14 ans, qui, après avoir entendu parler de l'incident, eut du mal à croire ce qui venait de se passer. Finalement, la jeune fille partit à la recherche de ses parents et, après les avoir trouvés, leur rapporta ce que Tamara lui avait confié. Le frère aîné du défunt, Bruno, fut le premier à arriver sur les lieux. Il s'y rendit en courant, pieds nus, dès qu'il apprit la tragédie. Juan Domingo le suivit en voiture, mais un peu plus tard. Les autres membres de la famille restèrent à la maison. Ils ne pouvaient même pas imaginer l'ampleur de ce qui était réellement arrivé à Ivan. Le soir même, les autorités placèrent Fabian en garde à vue. Il fut accusé d'avoir agressé le jeune homme et de lui avoir infligé de graves blessures. L'homme ne passa que quelques heures au poste de police et fut relâché après un bref interrogatoire. Cependant, quelques jours plus tard, immédiatement après l'autopsie préliminaire, le procureur demanda l'arrestation de Fabian. Cette fois, il fut inculpé d'homicide involontaire car il apparut qu'Ivan était inconscient au moment de sa chute. Tamara, quant à elle, fut placée pendant quelques jours dans une clinique psychiatrique où elle reçut l'aide et le soutien nécessaires. Peu après, elle put quitter l'hôpital, se sentant mieux. Quelques semaines plus tard, la jeune fille fit la rencontre d'un nouvel amour. À l'issue de l'autopsie, le corps d'Ivan fut inhumé en présence de ses proches. Vers 4 heures de l'après-midi, le cercueil contenant la dépouille du jeune homme fut transporté au cimetière municipal. Au cours de la cérémonie funéraire, Juan Domingo, le père d'Ivan, dut faire appel à un médecin. Il se sentit mal en raison du choc émotionnel qu'il subissait depuis plusieurs jours. Ce fut, dans l'ensemble, une période extrêmement difficile et douloureuse pour tous les proches du jeune homme, qui n'avaient toujours pas réussi à accepter sa disparition. Malgré cela, les personnes présentes exprimèrent leur amour et leur respect à l'égard d'Ivan et de sa famille. À la fin de la cérémonie, elles lâchèrent dans le ciel plusieurs ballons noirs en signe de souvenir et d'adieu aux défunts. Pendant ce temps, l'enquête sur la mort d'Ivan se poursuivait. Les enquêteurs étudièrent plusieurs versions des événements de cette journée. Selon la première, le jeune homme, cherchant à échapper au père de sa petite amie, aurait tenté de fuir l'appartement par la fenêtre et, pour diverses raisons, aurait glissé avant de s'écraser au sol. Selon la seconde version, au cours de la dispute, Fabian aurait délibérément poussé l'adolescent par la fenêtre. Les membres de la famille Ortiguera accordaient davantage de crédit à cette seconde hypothèse. Selon eux, le père de Tamara harcelait leur fils et le menaçait de mort chaque fois qu'ils se croisaient. Plus de 2 ans après la mort du jeune homme, le 26 février 2014, un procès eut lieu, au cours duquel la culpabilité de Fabian fut établie. Il était resté en détention durant toute cette période. Les témoignages des habitants de l'appartement situé au-dessus du lieu du drame constituèrent les preuves les plus déterminantes. Les personnes interrogées déclarèrent avoir entendu, ce jour-là, des cris et d'autres bruits suspects provenant de l'autre côté des murs de l'immeuble. Selon elles, on distinguait clairement Tamara suppliant son père d'arrêter de frapper Ivan, ainsi que les supplications du jeune homme lui-même. Les voisins reconnurent également les paroles de l'accusé,
qui exhortait le garçon à se jeter par la fenêtre. La propriétaire de l'appartement voisin put fournir de nombreux détails sur le conflit, car elle se trouvait sur son balcon à ce moment-là. Elle affirma avoir observé l'instant précis où l'agresseur poussa la victime par la fenêtre, puis se pencha lui-même pour vérifier si elle était tombée au sol. La femme ajouta qu'à son avis, Ivan était déjà inconscient au moment de la chute, ce qu'elle expliqua par le fait que le jeune homme n'avait pas tenté de se redresser ni de protéger sa tête. En conclusion, elle déclara avoir reçu régulièrement des menaces de la part des proches de Fabian. Par la suite, les avocats de l'accusé présentèrent les témoignages de 5 personnes, membres d'une même famille, qui se trouvaient sur les lieux de l'incident. Toutes affirmèrent qu'Ivan s'était volontairement jeté par la fenêtre afin d'éviter un conflit avec Fabian. La mère de Tamara déclara qu'au moment de la chute, elle se trouvait dans la cuisine et se disputait avec son ex-mari. Elle assura également avoir vu le jeune homme tomber. Selon elle, il serait tombé sur le dos, comme s'il plongeait dans une piscine. Toutefois, il demeurait incompréhensible qu'elle ait pu voir cela depuis une autre pièce. De telles incohérences sapèrent la crédibilité des autres témoignages. D'après les déclarations des proches de l'accusé, on ne comprenait pas pourquoi le jeune homme aurait commis un tel acte, et surtout si celui-ci avait été provoqué par l'agressivité de Fabian. Cependant, il apparaissait clairement pour toutes les personnes présentes dans la salle d'audience qu'ils s'efforçaient de toute leur force de disculper l'homme. Les représentants de l'accusation, tout comme les avocats de la partie civile, firent valoir qu'Ivan était un jeune homme équilibré. Il n'était en conflit avec personne, ne souffrait pas de dépression et surtout, n'avait jamais tenté de se faire du mal. Les proches du jeune homme corroborèrent également les affirmations selon lesquelles il avait été régulièrement victime de harcèlement de la part de l'accusé. De plus, au cours du procès, il fut révélé que Fabian avait menacé à plusieurs reprises le père du défunt, en lui rendant régulièrement visite. Les psychologues appelés à témoigner dans cette affaire décrivirent l'agresseur comme une personnalité au caractère rigide, en proie à de sérieuses difficultés dans la maîtrise de ses impulsions. Selon eux, c'était précisément ce manque de contrôle qui avait pu conduire à des actes agressifs à l'égard de la victime. Par ailleurs, les experts soulignèrent que, lors de l'examen du prévenu, ils avaient détecté une forme particulière d'attachement malsain de l'homme envers sa fille. Selon eux, Fabian manifestait des signes de jalousie excessive à son égard. À ce titre, les autorités déposèrent une plainte supplémentaire contre lui afin de déterminer s'il avait commis un crime portant atteinte à l'intégrité sexuelle de sa fille. Malheureusement, les résultats de cette enquête ne furent pas rendus publics. Ensuite, dans le cadre du procès, les résultats de l'autopsie furent présentés, révélant que le visage d'Ivan présentait des fractures de la mâchoire et de la cloison nasale. Ces blessures avaient très probablement été provoquées par une série de coups violents et ciblés portés à ces zones. Il est courant que les personnes ayant subi de telles lésions perdent connaissance. Par ailleurs, il fut précisé que la nature de ces blessures excluait la possibilité qu'elles aient été causées par l'impact de la victime contre le sol, car dans un tel cas, les dommages auraient été beaucoup plus graves. L'ensemble de ces constatations confirmait la conclusion selon laquelle, au moment de la chute, Ivan était déjà inconscient et ne pouvait donc pas avoir quitté l'appartement par la fenêtre de son propre chef. Cela expliquait, par exemple, l'absence de blessures aux mains du jeune homme, qui, selon toute apparence, ne les avait pas instinctivement tendues pour amortir le choc. De plus, l'autopsie révéla que la mort de la victime avait été pratiquement instantanée et était survenue à la suite d'un arrêt respiratoire provoqué par de multiples blessures. Les experts qui procédèrent à l'examen expliquèrent ensuite que le choc principal lors de la chute avait été supporté par le dos de l'adolescent. Cela fut confirmé par des lésions plus graves à la base du crâne, ainsi que par la rupture des poumons et d'autres blessures caractéristiques d'une chute sur le dos. En outre, les experts exclurent la possibilité que le défunt ait pu sortir lui-même par la fenêtre brisée, puisqu'aucune trace de contact avec une surface tranchante ou irrégulière n'avait été relevée au bout de ses doigts. Dans la partie finale de son rapport, l'expert déclara avoir eu l'occasion d'examiner Fabian. Au cours de cet examen, il constata que l'homme présentait une blessure au poignet, probablement due au coup porté à la victime. Après les médecins légistes qui procédèrent à l'autopsie, un représentant du laboratoire de toxicologie prit la parole. Selon lui, les échantillons de sang du défunt ne contenaient aucune trace de substance interdite ni d'alcool. En d'autres termes, tous ces éléments démontraient que la chute d'Ivan par la fenêtre n'avait pas été volontaire. La distance entre le corps du jeune homme et le mur du bâtiment confirmait également cette conclusion.
Il fut en effet établi que la chute s'était produite selon un angle incompatible avec celui que l'on aurait observé dans le cas d'une tentative de saut délibéré. Au contraire, les calculs indiquaient que la victime avait été projetée par la fenêtre et que la chute n'avait duré que quelques secondes. Le moment était enfin venu d'entendre le témoignage de l'accusé lui-même. Fabian réitéra sa version des faits, affirmant qu'Ivan avait sauté de son plein gré et en toute conscience qu'il avait baissé les bras et s'était volontairement jeté par la fenêtre. Il persista à soutenir qu'il n'y avait eu entre lui et le jeune homme qu'une simple dispute, sans aucune agression physique de sa part. L'homme assura qu'Ivan était resté conscient durant tout le temps qu'il avait passé dans l'appartement et qu'il n'avait pas perdu connaissance une seule seconde. Il rapporta également les propos de sa fille, qui lui aurait confié un jour que le jeune homme souffrait de troubles psychologiques liés à de fréquents conflits familiaux. En d'autres termes, Fabian tenta de mettre l'accent sur le fait que le garçon avait simplement agi en fonction de sa propre perception de la situation. Le prononcé préliminaire du verdict eut lieu le 14 mars 2014 à 10 heures du matin. Auparavant, dans le cadre du procès, il avait été établi que Fabian n'avait pas eu, à l'origine, l'intention de tuer le petit ami de sa fille. Cela s'expliquait par la durée du conflit, qui avait perduré 1 heure et demie. Cependant, selon les juges, un événement fit perdre son sang-froid à l'accusé. Il frappa d'abord Ivan à plusieurs reprises, le rendant inconscient, puis, le voyant dans cet état, décida de le jeter par la fenêtre. Compte tenu de cette conclusion, Norberto Fabian Núñez fut reconnu coupable du meurtre d'un mineur avec circonstances aggravantes et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. En outre, le tribunal le condamna à verser à la famille du défunt une indemnisation financière couvrant à la fois le préjudice moral et les divers frais de justice. Enfin, en novembre 2016, la Cour suprême mit un terme définitif à cette affaire en confirmant la condamnation à perpétuité de Fabian, fermant ainsi toute possibilité de recours. La famille du jeune homme accueillit avec une immense satisfaction la décision du tribunal. Néanmoins, elle ne fut plus jamais la même. Les proches d'Ivan ne l'oublient pas et évoquent régulièrement son souvenir tant sur les réseaux sociaux que dans leur vie quotidienne. Ils sont même allés jusqu'à se faire tatouer en l'honneur de leur ange. C'est ainsi qu'ils l'appelaient. Cette jeune femme que vous voyez ici se nomme Luna Abrao. En mai 2025, son histoire bouleversa le Brésil après la diffusion sur Internet d'une vidéo choquante révélant un moment d'une rare intensité dramatique. Luna est mannequin, entrepreneuse et blogueuse. À première vue, sa vie semblait baignée de succès et de prestige. Pourtant, ce jour-là, une simple publication sur ses réseaux sociaux se transforma en un événement qui ébranla profondément l'ensemble de ses abonnés et mit en lumière une réalité jusqu'alors dissimulée. Luna. Abraham s'est toujours distinguée par sa beauté et son charisme. L'on sait peu de choses de sa famille et de ses débuts, mais dès l'adolescence, elle manifesta un vif intérêt pour le mannequinat et les arts plastiques, domaines dans lesquels elle rêvait de s'accomplir. Comme nombre de jeunes filles, elle aspirait à y laisser son empreinte. Au fil du temps, Luna parvint à se faire une place dans cet univers. Sa beauté naturelle et son magnétisme lui ouvrirent de nombreuses portes, lui offrant l'occasion de participer à des séances photographiques et à de modestes projets de mode. Pour elle, le mannequinat n'était pas seulement un moyen de subvenir à ses besoins, mais également une opportunité de façonner son image et d'affirmer sa confiance. Toutefois, animée d'un solide esprit d'entreprise et déterminée à se forger un nom par ses propres mérites, Luna n'avait nullement l'intention de s'arrêter là. Elle souhaitait se distinguer non seulement par son apparence, mais aussi par sa capacité à inspirer et à motiver les autres, en particulier les jeunes femmes qui, comme elle, recherchaient la voie de l'indépendance et de l'épanouissement personnel. C'est avec cette détermination que Luna commença à développer activement sa présence sur les réseaux sociaux. Dans sa vie privée, elle entama une relation amoureuse avec un jeune homme nommé Alex Oliveira. Toutefois, l'événement le plus marquant de son existence fut la naissance de sa fille, qu'ils prénommèrent Serena. Il convient de préciser qu'en dépit des affirmations de certains médias selon lesquels Alex serait le père de l'enfant, aucune preuve fiable ne permet de le confirmer. Les années passèrent. En 2024, poursuivant ses rêves, Luna s'inscrivit à la faculté des beaux-arts d'une université brésilienne. En mai 2025, il semblait qu'elle eût largement atteint ses objectifs. En plus d'être une mère attentionnée pour Serena, alors âgée de 4 ans, Luna était devenue directrice d'un magasin de maillots de bain
ce qui lui valut une popularité croissante sur Internet. Sur ses réseaux sociaux, elle se présentait comme mannequin, danseuse, entrepreneuse et étudiante. Grâce à son image luxueuse, elle publiait des vidéos hautes en couleurs où l'on pouvait voir d'importantes sommes d'argent liquide, des cadeaux onéreux offerts par son compagnon de l'époque, ainsi que des soins esthétiques réglés en espèces. Luna semblait réussir et être heureuse. Pourtant, derrière cette façade, elle affrontait de sérieuses difficultés, notamment dans sa relation avec Alex. Malgré cela, selon ses proches, elle s'efforçait toujours de demeurer positive et forte intérieurement. Si elle perdait quelque chose, ce n'était que sa joie, et pour un bref instant seulement, retrouvant rapidement la concentration nécessaire pour bâtir un avenir meilleur pour elle-même et pour sa fille. Tout se produisit dans la nuit du lundi 19 mai 2025, alors que Luna diffusait en direct depuis son domicile. De nombreux spectateurs se connectèrent à la retransmission. Tout semblait constituer une excellente occasion de dialoguer avec ses abonnés et de partager ses pensées. Mais, à cet instant précis, faisant preuve de courage et de détermination, Luna annonça sa décision de mettre fin à sa relation avec Alex. Pendant ce temps, la tante de la jeune femme se trouvait dans une autre pièce de la maison. Ce qui paraissait être un acte de sincérité et de libération fut soudainement interrompu lorsque Alex fit irruption sans avertissement ni invitation. Ainsi commença l'épisode qui changea à jamais la vie de Luna. Sans dire un mot, Alex se dirigea directement vers la cuisine. Luna et sa tante entendirent des bruits provenant du garde-manger. On eût dit que quelqu'un ouvrait les tiroirs et fouillait dans la vaisselle. Le vacarme devenait de plus en plus intense. Quelques secondes plus tard, Alex poussa un cri depuis la cuisine, annonçant qu'il tenait une arme blanche dans ses mains. À cet instant, Luna ne le crut pas. Plus tard, selon la presse locale, elle était persuadée qu'il allait la menacer, mais espérait que cela ne dépasserait pas le stade des menaces verbales. Tout se déroula ensuite en quelques secondes. Alex s'approcha de Luna, la supplia de lui pardonner ce qu'il s'apprêtait à faire, puis se précipita sur elle avec le couteau, sous les yeux des spectateurs connectés à son direct. La caméra enregistra l'agression. Après avoir frappé Luna, Alex prit la fuite. Ces images commencèrent rapidement à circuler sur les réseaux sociaux, bouleversant non seulement le Brésil, mais aussi le monde entier. Sur l'enregistrement, on distingue Luna criant et demandant que l'on appelle immédiatement une ambulance. On entend sa tante la supplier de se calmer et de respirer profondément, tout en tentant désespérément de joindre un médecin. Peu après, Luna tourna la caméra de son téléphone pour montrer ses blessures et l'on comprit aussitôt que la situation était d'une extrême gravité. La diffusion s'interrompit alors brusquement. Les cris de Luna attirèrent l'attention d'un voisin nommé Renato. En s'approchant de la maison, il aperçut une scène effroyable et s'empressa de tenter d'arrêter l'hémorragie. Au même moment, la tante de Luna appela les secours. Certains spectateurs du direct, bouleversés par ce qu'ils voyaient, contactèrent également les services d'urgence après avoir réussi à localiser la jeune femme. Grâce à ces actions, l'ambulance arriva en quelques minutes et prodigua les premiers soins à Luna. Elle fut transportée en urgence à l'hôpital, tandis que la police commençait à reconstituer le déroulement des faits. Sur place, les forces de l'ordre découvrirent de nombreuses traces confirmant la violence de l'agression. Dans le sous-sol, elles retrouvèrent un objet qui semblait être l'arme d'Alex. À l'hôpital, les médecins constatèrent que Luna avait subi au moins 9 blessures graves au dos, aux bras, aux jambes et à d'autres parties du corps. Heureusement, l'intervention rapide des secours permit d'entrevoir une issue favorable. Le soir même, Luna fut opérée et les médecins exprimèrent un optimisme prudent. Comme l'agression s'était déroulée en direct, les conséquences furent immédiates. La vidéo et les messages se répandirent sur les réseaux sociaux et de nombreuses personnalités réclamèrent publiquement justice. L'opinion publique exigea une sanction exemplaire pour Alex. La police identifia rapidement l'agresseur et confirma sa relation avec Luna. On apprit qu'ils avaient des antécédents de violence. Par exemple, il avait crevé les pneus de sa voiture. Tout cela révélait une succession de négligences et de silences ayant conduit à une tragédie pourtant évitable. Le fait le plus significatif était que peu avant l'agression, Luna avait clairement dit à Alex qu'elle voulait rompre. Cela l'avait mise en rage. La veille au soir, il avait déjà tenté de l'agresser, mais Luna avait réussi à s'enfuir en lui jetant un vase. Alex fut donc inculpé de violence conjugale et de tentative de meurtre sur une femme.
Les autorités lancèrent un avis de recherche et invitèrent la population à fournir toute information susceptible de contribuer à son arrestation. Le lendemain, mardi 20 mai, les médecins qui soignaient Luna annoncèrent que, malgré la gravité de l'agression, qui lui avait coûté 3 doigts sectionnés, son état s'était stabilisé. Elle devait toutefois demeurer à l'hôpital et suivre une cure de physiothérapie. 24 heures plus tard, le mercredi 21 mai, Luna surprit, mais surtout rassura ses admirateurs en publiant plusieurs photographies sur son profil. Sur les clichés, elle apparaissait dans son lit d'hôpital, toujours en convalescence, mais avec une expression sereine. Elle tenait dans ses mains des bouquets de fleurs offerts par des personnes lui souhaitant un prompt rétablissement. Dans le texte accompagnant la publication, Luna exprima son immense gratitude d'être encore en vie. Selon elle, ce n'était pas seulement un miracle, mais une véritable renaissance. Elle souligna que, malgré la douleur, la peur et l'incertitude, elle avait puisé sa force dans sa fille, comprenant qu'elle devait vivre pour elle. Elle remercia sincèrement l'ensemble du personnel médical ainsi que toutes les personnes qui s'étaient battues pour sa vie. Luna adressa tout particulièrement sa gratitude à son voisin Renato et à sa tante, et exprima également une reconnaissance éternelle envers ses parents, qui avaient tout abandonné pour se tenir à ses côtés en ce moment difficile. Elle apprécia profondément les messages de soutien de ses admirateurs et reconnut que la vie pouvait être très fragile, mais que l'être humain est capable de faire preuve d'une force incroyable lorsqu'il se trouve confronté à l'impossible. Pour conclure, elle demanda que sa vie privée fût respectée et déclara que le simple fait d'être en vie constituait déjà une raison suffisante de remercier Dieu chaque jour. Luna promit de revenir sur les réseaux sociaux dès qu'elle se sentirait pleinement prête sur le plan émotionnel. Pendant que Luna se remettait, l'enquête suivait son cours. Malgré la pression de l'opinion publique, des internautes et de la presse, une semaine après l'agression, Alex demeurait en fuite. Luna bénéficia d'une protection afin qu'il ne pût, en aucun cas, s'approcher d'elle. Dans une brève déclaration à la presse locale, elle affirma que son seul souhait, outre son rétablissement, était qu'Alex fût tenu responsable de ses actes. Peu après, elle publia un second message sur ses réseaux sociaux, montrant à ses abonnés certaines des blessures qu'elle avait subies. Celles-ci se situaient dans le dos et avaient nécessité de nombreux points de suture. Elle dut attendre leur retrait, puis entreprit un processus complet de guérison. De retour chez elle, entourée de ses proches, Luna reprit progressivement le cours ordinaire de sa vie et recommença à publier des photographies, témoignant de force, de résilience et de gratitude. Elle partagea des instants de rétablissement et des messages d'espoir, cherchant, selon ses propres mots, à inspirer ceux qui suivaient son histoire par son courage et sa détermination. Les jours passaient, et le dimanche 8 juin 2025, les autorités poursuivaient leurs recherches pour retrouver Alex, qui, selon la législation du pays, risquait une peine de 20 à 40 ans d'emprisonnement s'il était reconnu coupable. Il convient de rappeler que l'histoire de Luna s'était déroulée quelques jours seulement après le meurtre de Valeria Marquez, un jeune mannequin et blogueuse mexicaine, tuée pendant une diffusion en direct. Ceux qui suivent l'affaire de Luna soulignent la nécessité de se méfier des relations idéalisées que l'on nous présente sur les réseaux sociaux, car elles dissimulent souvent des histoires de violence, de contrôle et de peur. Les images que vous voyez à l'écran sont les dernières séquences connues de Valeria Marquez. Cette jeune femme mexicaine, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, diffusait en direct depuis son salon de beauté lorsque la tragédie s'est produite. Ce qui avait commencé comme une simple diffusion s'est brusquement transformé en scène dramatique. La vidéo s'est rapidement répandue sur Internet et est devenue virale. Au départ, les spectateurs ont cru à une mise en scène, mais quelques instants plus tard, il est apparu clairement que Valeria avait bel et bien été tuée en direct. Valeria Marquez est née en 2002 à Guadalajara, la capitale de l'État de Jalisco. Elle a grandi dans une famille aisée et, à en juger par ses publications, entretenait une relation étroite avec ses proches. À l'âge de 17 ans, Valeria a lancé un blog consacré au maquillage, aux soins esthétiques et à des aspects de son quotidien. Sa sincérité et son charisme lui ont rapidement valu une large popularité. En 2021, elle a remporté le titre de Miss Face, ce qui lui a permis de se faire connaître dans le secteur de la beauté et d'entamer des collaborations avec plusieurs marques. Malgré sa notoriété grandissante,
Valeria a poursuivi ses études et a rapidement ouvert son propre salon de beauté dans le quartier de Zapopan. Le salon a connu un vif succès grâce à la qualité de ses prestations et à une stratégie de promotion dynamique sur Internet. Il proposait des services de maquillage, de soins de la peau, ainsi que diverses autres prestations esthétiques. En 2024, son audience comptait plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Elle publiait des vidéos à visée pédagogique, partageait des instants de sa vie quotidienne ainsi que des aperçus de son activité professionnelle. Certaines de ces vidéos ont été visionnées plusieurs centaines de milliers de fois. Grâce à sa spontanéité et à son authenticité, Valeria est devenue la coqueluche de la communauté en ligne de Jalisco. Elle s'intéressait à la mode, à la photographie et menait une vie publique très active. Il lui arrivait aussi de livrer des aspects plus personnels de son vécu. Quelques semaines avant la tragédie, Valeria avait évoqué une rupture douloureuse. Dans l'un de ses messages, elle avait écrit que, si quelque chose devait lui arriver, ou survenir à l'un de ses proches, son ancien compagnon en serait responsable. Elle avait également publié des captures d'écran de leurs échanges. Dans l'un des messages, il reconnaissait l'avoir contrainte à faire certaines choses contre son gré. À l'époque, presque personne n'y avait prêté attention, mais après la tragédie, ces mots ont pris une toute autre résonance. Bien que tout semblât aller pour le mieux dans la vie professionnelle de Valeria, son salon prospérait et sa notoriété sur les réseaux sociaux ne cessait de croître, elle traversait une période délicate sur le plan personnel. C'est dans cet état d'esprit qu'est arrivé le 13 mai 2025. Ce jour-là, Valeria ne paraissait pas aussi assurée que d'ordinaire. Le soir, elle publia un message pour promouvoir son salon puis lança une diffusion en direct. Tout débuta dans une ambiance calme et familière. Réponses aux commentaires, échanges légers, ton détendu. Mais très vite, Valeria évoqua un événement étrange. Selon ses propos, ce matin-là, son assistante Erika lui avait rapporté qu'un coursier s'était présenté au salon avec un colis. Il avait refusé de le laisser sur place, insistant pour le remettre en main propre. Il avait même exigé de photographier le moment de la remise, affirmant que le contenu était de grande valeur. Valeria raconta cet épisode en direct. Erika m'a appelé et m'a dit « On t'a apporté quelque chose, ils veulent te le remettre en main propre. » J'ai répondu « J'arrive dans 1 heure. » Et elle m'a répondu « Il ne part pas. Il dit que c'est un objet de grande valeur et qu'il doit le remettre en main propre. » Toujours selon Valeria, cette situation l'avait mise mal à l'aise, d'autant plus qu'Erika n'avait pas vu le visage du livreur. Mais la curiosité l'avait emporté. En plaisantant, Valeria lança même « Peut-être qu'il veut me tuer », en riant. Aujourd'hui, ces mots résonnent comme un sinistre pressentiment. Malgré son inquiétude, Valeria est restée au salon, en partie sur les conseils de son amie Viviana de la Torre, qui l'a soutenue tout au long de la diffusion. À un moment donné, Viviana lui a envoyé un petit cadeau, une boisson accompagnée d'un cochon en peluche avec une plaisanterie disant qu'elle était amoureuse d'elle. Les 2 jeunes femmes ont ri, l'ambiance était détendue et la diffusion s'est poursuivie dans la bonne humeur. Aux alentours de 18h30, un homme inconnu est entré dans le salon. Il a regardé Valeria et lui a demandé « Salut Valeria ?» Elle a répondu calmement « Oui ». Immédiatement après, elle a coupé le micro. Au même instant, plusieurs coups de feu ont retenti. Valeria a été atteinte par 3 balles, à la poitrine, à l'abdomen et à la tête. L'agresseur a pris la fuite à moto, tandis que Valeria s'est effondrée juste devant la caméra. Quelques secondes plus tard, la diffusion a été interrompue par une personne présente sur les lieux. De nombreux spectateurs ont d'abord cru à une mise en scène. Dans les commentaires, certains écrivaient que Valeria allait sans doute réapparaître pour rassurer tout le monde. Mais il est vite devenu évident qu'il s'agissait d'un acte criminel bien réel. Internet s'est rapidement rempli de messages de stupeur et de tristesse. La police s'est rendue sur les lieux peu après les faits. À l'intérieur du salon, les agents ont découvert le corps sans vie de Valeria. Le parquet s'est saisi de l'affaire et a ouvert une enquête. Les enregistrements des caméras de surveillance, installées à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, ont été récupérés. Les enquêteurs espéraient y trouver des éléments permettant d'identifier l'auteur des faits. La dépouille de Valeria a été confiée au médecin légiste pour autopsie et identification formelle. Les forces de l'ordre ont lancé une opération de recherche afin d'interpeller le suspect et de déterminer son mobile. Le parquet de Jalisco a publié un communiqué officiel déclarant que Valeria avait été victime d'un assassinat prémédité.
L'affaire est désormais qualifiée de féminicide, c'est-à-dire le meurtre d'une femme motivée par la haine ou la violence en raison de son genre. Les autorités ont invité la population à transmettre toute information susceptible de faire progresser l'enquête. Les enquêteurs ont interrogé les commerçants du quartier ainsi que les voisins. La plupart ne connaissaient Valeria que de manière superficielle. Pendant ce temps, les réseaux sociaux se sont enflammés de discussions, d'émotions et d'appels à la justice. La nouvelle s'est répandue instantanément. Dès le lendemain du drame, plusieurs internautes ont remarqué qu'un des comptes de Valeria avait disparu. Cette disparition a suscité de nouvelles interrogations. Certains ont supposé que l'auteur du crime avait pu accéder à ses appareils personnels. Toutefois, aucune information officielle n'a été communiquée concernant son téléphone portable ou son ordinateur. Après que la vidéo du meurtre de Valeria est devenue virale, l'affaire a rapidement dépassé les frontières de la région, provoquant une onde de choc bien au-delà de Jalisco. Les internautes ont commencé à débattre activement des causes possibles de la tragédie, avançant leurs propres hypothèses. Nombreux sont ceux qui ont désigné son ancien compagnon comme principal suspect, se référant à d'anciennes publications dans lesquelles elle évoquait des menaces explicites et affirmait que, s'il devait lui arriver quelque chose, il en serait responsable. Des captures d'écran et de vieux enregistrements ont commencé à circuler massivement en ligne. Certains utilisateurs ont partagé des photos où l'on apercevrait l'ancien petit ami à proximité d'une boîte de nuit que Valeria aurait fréquentée peu avant sa mort. Ces éléments n'ont fait qu'alimenter les soupçons. Selon certains médias, la piste de violence conjugale aurait été envisagée par les enquêteurs. Mais le parquet n'a pas confirmé si cela était directement lié au meurtre. Les résultats officiels de l'expertise médico-légale ont ensuite été rendus publics. La cause du décès a été formellement établie. Valeria avait été atteinte par 3 projectiles. Après avoir été embaumée, son corps a été rapatrié à Guadalajara, où une cérémonie d'adieu privée s'est tenue. La famille a refusé de faire la moindre déclaration, choisissant de vivre son deuil dans l'intimité. Pendant ce temps, les hommages continuaient d'affluer sur les réseaux sociaux. Ses abonnés, ses proches et de nombreux admirateurs se souvenaient d'elle comme d'une jeune femme forte, lumineuse et inspirante, résolument engagée dans la construction de sa carrière et en quête d'épanouissement. L'un de ses comptes a été désactivé, mais un autre est resté actif. Les dernières publications ont suscité des milliers de commentaires exprimant tristesse, solidarité et appel à la justice. Viviana de la Torre, l'une des amies les plus proches de Valeria, a elle aussi attiré l'attention du public. Elle a publié un message d'adieu accompagné d'un texte empreint d'émotion et d'une vidéo retraçant leur amitié. Toutefois, l'une des phrases a provoqué de vives réactions. Viviana écrivait qu'elle se considérait comme « le couple idéal », avant d'ajouter qu'un jour, un grave différend les avait opposés, une inimitié mortelle, selon ses propres termes. Cette formulation a suscité une vague d'interrogations et d'incompréhension. Pourquoi employer de tels mots dans un contexte aussi tragique? Les commentateurs ont commencé à s'interroger sur la nature de la relation entre Valeria et Viviana. Certains ont affirmé que c'était Viviana qui avait convaincu Valeria de rester au salon et d'attendre le cadeau. Comme mentionné précédemment, Viviana lui avait effectivement demandé de ne pas partir et lui avait envoyé 2 présents. Ces éléments, qui paraissaient jusque-là anodins, ont soudainement éveillé des soupçons. Des hypothèses plus extrêmes ont également émergé. Certains ont suggéré que Viviana était jalouse de Valeria et qu'elle souhaitait prendre sa place. Leur ressemblance physique, tout comme leur manière similaire de s'exprimer, a été relevée et perçue par certains comme les signes d'une obsession. Certaines versions sont même allées jusqu'à avancer que Viviana elle-même aurait interrompu la diffusion après l'agression. En réponse à ces accusations, Viviana a publié un message sur les réseaux sociaux. Elle y appelait au respect de la mémoire de Valeria et à la fin du harcèlement dont elle se disait victime. Selon ses propos, ce n'était pas elle qui avait mis fin à la diffusion, mais une employée du salon prénommée Erika, qui aurait agi afin d'éviter que le corps de Valeria n'apparaisse à l'écran. Viviana a souligné que Valeria était comme une sœur pour elle et qu'elle n'aurait jamais pu lui faire le moindre mal. Quant au cadeau, il faisait, selon elle, partie de leur complicité amicale. À la fin de son message, elle a demandé que les photos et vidéos prises sur les lieux du drame ne soient plus partagées. Peu après, elle a désactivé les commentaires sur son compte, un geste que beaucoup ont interprété comme une tentative d'échapper aux critiques. Erika a également été soupçonnée. Certains internautes l'ont accusée d'avoir réagi de manière peu naturelle.
Elle n'aurait ni crié ni appelé à l'aide, se contentant de couper la diffusion. Ce comportement a éveillé des soupçons. Mais Erika a aussi reçu le soutien de plusieurs voix appelant à ne pas tirer de conclusions hâtives. L'opinion publique s'est rapidement divisée. Parallèlement, des critiques ont visé le mode de vie de Valeria. Comment une jeune femme de 23 ans pouvait-elle s'offrir un appartement dans un quartier huppé, une voiture de luxe et des cadeaux onéreux? Ces interrogations ont pris une autre ampleur après la diffusion par plusieurs médias d'une information troublante. Valeria aurait entretenu, ou aurait entretenu par le passé, une relation avec un certain Ricardo Ruiz Velasco, présenté comme le chef présumé du cartel de drogue Jalisco Nueva Generación. Sur ses réseaux sociaux, Valeria publiait régulièrement des photos la montrant entourée de parfums, de bijoux et d'objets de luxe. Selon certaines sources, ce seraient précisément ces publications qui auraient déclenché la colère de Ricardo, celui-ci les percevant comme un affront ou comme un indice possible d'infidélité. Ricardo est une figure bien connue dans les milieux criminels. En 2012, son nom a été associé au meurtre d'un mannequin vénézuélien. En 2003, à l'assassinat de l'ancien ministre du Tourisme, et en 2017, à la mort du blogueur Juan Luis Lagunas, qui critiquait le chef de cartel surnommé El Mena. Au moment de la rédaction de cet article, Ricardo Velasco était considéré comme le principal suspect dans l'affaire Valeria. Toutefois, aucune arrestation officielle n'avait été annoncée et l'enquête suivait toujours son cours. L'affaire Valeria demeure non résolue. Elle continue d'alimenter rumeurs, hypothèses et contradictions. La société attend des réponses, tandis que les autorités poursuivent leurs investigations. Ce drame s'inscrit dans la longue liste des violences faites aux femmes, un fléau qui touche non seulement le Mexique mais aussi le reste du monde.